Voilà, bah écoutez, bonjour à toutes et tous, puis merci d'être venus nombreux au Musée des Moulages à l'hôpital Saint-Louis pour cette nouvelle conférence de l'association L'Humain au cœur du soin. Merci d'être venus nombreux pour une matinée, comme ça, je sais que c'est un horaire qui n'était pas évident. Donc aujourd'hui, notre conférence aura pour thème l'humain au cœur du travail vivant. Donc nous remercions beaucoup Christophe Dejour et Elisabeth Calmont d'avoir accepté l'invitation et de nous faire l'honneur de leur présence. Et cette conférence débat s'inscrit dans un moment de questionnement profond dans le système de santé et de façon plus large dans tout le champ du travail. Cela s'inscrit dans un moment de transformation plus global qui s'est accentué après la crise Covid avec un remaniement du rapport au travail et une façon nouvelle de repenser le sens du travail de façon plus générale. Alors l'hôpital est donc touché, comme jamais auparavant, par une crise de l'attractivité des métiers du soin, alors même que ce sont des métiers très utiles et normalement très porteurs de sens. Donc en effet, on est face à une crise qui est une crise plus globale, une crise de manque de sens, et donc aussi ça fait observer finalement la quête du sens, la quête de l'élan vital, et puis donc probablement la quête de l'humain, la quête de lien et la quête d'interhumain. Donc cette conférence nous proposera des clés de compréhension de ces phénomènes, et nous verrons en quoi le système actuel, finalement, il semble majoritairement aller à l'encontre de ses besoins. Et nous essayerons de dépasser ce paradoxe. Alors, pour paraphraser Bossuet, on pourrait dire qu'on déplore les conséquences dont on chérit les causes. Donc nous reparlerons de tout ça avec des échanges donc, entre Christophe Dejour et Elisabeth Calmont. Alors, peut-être qu'un moyen simple pour dépasser ce paradoxe pourrait être de partir du terrain, de partir de faire confiance dans les professionnels, d'écouter ce qu'ils disent et de partir de ce qui est satisfaisant pour les patients, pour les professionnels et donc au final pour l'institution. Alors peut-être qu'on peut s'appuyer sur des témoignages. Je prendrai par exemple le témoignage d'une externe qui disait, voilà, parce qu'avec des mots qui parlent finalement souvent plus que des chiffres, elle nous disait voir que l'ensemble de l'équipe travaille en collaboration et que ce système fonctionne donne envie de se surpasser. Dans un lieu de partage et d'émulation positive où chacun peut mettre à disposition ses compétences, on aboutit aux solutions les meilleures pour le patient. Alors, avant d'aborder l'éclairage théorique, une illustration du travail vivant pourrait être ce que l'on a rencontré pendant la crise Covid, avec un moment particulier d'une situation imprévue et complexe, et finalement, où se sont opérées des solidarités profondes qui se sont tissées. Et finalement, c'était un moment où l'humain était au premier plan. Donc nous avons aussi cette expérience au quotidien dans la gestion des situations médico-sociales complexes, où on est finalement au quotidien face à des situations qui, hors des cadres préétablis, nécessitent à chaque fois d'inventer une réponse adaptée, personnalisée, sur mesure. Et dans ces situations, la coopération pluriprofessionnelle devient une nécessité. Et finalement, on observe que cette coopération, elle est bénéfique pour les patients, pour les professionnels et pour l'institution. Donc, dans les situations les plus complexes, nous avons mis en place des réunions de concertation pluriprofessionnelles, médico-sociales et éthiques, qu'on a appelées des RCP-MSO. Donc, ce sont des réunions qui réunissent les intervenants concernés, par exemple un oncologue, une assistante sociale, un représentant de la pharmacie, et puis également, quand il n'y a pas de prise en charge sociale, un représentant de l'administration. Et finalement, on se rend compte que dans ces situations de coopération, tout le monde se mobilise pour trouver ensemble une solution personnalisée, une solution adaptée à la situation. Et finalement, donc c'est bénéfique pour les patients parce qu'on vise toujours qu'il n'y ait pas de perte de chance, quelle que soit la situation. Et puis c'est bénéfique pour les professionnels parce que ça réduit à la fois la charge de travail et la charge mentale des professionnels. Et donc, enfin, au final, ça allie l'intérêt individuel et collectif en permettant de réfléchir ensemble à comment favoriser, d'articuler la juste utilisation
des ressources qui sont limitées, comme actuellement le recours à l'accès en hospitalisation, qui est une problématique très, très importante de nos établissements de santé. Donc ces réunions, pour moi, illustrent parfaitement ce que me semble être le travail vivant, parce que dans ces réunions, alors même si évidemment il y a du débat et c'est souvent intense, mais malgré tout on travaille dans un respect réciproque et le dialogue aboutit toujours à des choses qui sont très positives. Et puis je note un partage des connaissances, partage des compétences qui permet de s'enrichir mutuellement, et cette démarche de co-construction, de créativité fait avancer dans une synergie. Et voilà, j'identifie cette façon de fonctionner comme étant un moyen de redonner de la vitalité dans nos structures. Voilà, et puis cette démarche de coopération, elle est aussi un moyen de donner plus de sens à nos pratiques en intégrant sa pratique spécifique, qui est souvent parfois limitée, dans une approche plus globale du soin et des prises en charge. Et puis enfin, elle permet aussi de nous enrichir humainement, chacun d'entre nous, en favorisant la compréhension et la confiance que nous avons les uns en les autres. Ces temps d'échange et de coopération sont essentiels dans tous les services de l'hôpital, et c'est vraiment très dommage qu'ils soient réduits et parfois même supprimés. En effet, ils ne sont ni valorisés ni financés, et donc dans un système d'évaluation et de financement qui tend avant tout à valoriser, finalement qui favorise l'individualisme, comme Christophe Dejour va nous en parler, il faudrait finalement à l'inverse, au contraire, favoriser la coopération. Donc pour terminer, je voudrais aussi insister sur l'importance de ces espaces de dialogue et de partage, formels ou informels, qui sont extrêmement importants. Parce que finalement, dans ce système hospitalier qui fonctionne en silo, avec des clivages, on peut se sentir seul, et face à une situation difficile, ça peut être extrêmement difficile, et finalement d'avoir quelqu'un pour soi, quelqu'un d'autre, ça permet de partager, de prendre du recul, de faire un pas de côté, et finalement de pouvoir parler, ça permet de ne pas se sentir seul, et c'est extrêmement important. Et donc c'est une des actions que nous développons dans le cadre de l'association L'Humain au cœur du soin. Vous pourrez retrouver plus d'éléments sur notre site internet. Donc en conclusion, pour valoriser l'humain, il est essentiel de valoriser la confiance, l'initiative, le respect, l'écoute et l'entraide. Et c'est cela qui permet aussi d'allier à la fois les intérêts individuels et collectifs. Finalement, remettre l'humain au cœur du soin et des organisations de soins, c'est probablement le meilleur moyen de rendre le travail vivant. Voilà, je vous remercie. Et donc, nous accueillons donc Christophe Dejour, qui va Christophe Dejour, qui est psychiatre, psychanalyste, chercheur, spécialiste en psychosomatique et psychodynamique du travail. Et donc, à nouveau, c'est un grand honneur et une grande joie de vous recevoir et de vous entendre ici au Musée des Moulages. D'abord, un grand merci à Claire Georges de m'avoir proposé de venir discuter un petit peu avec vous de dimensions qui ne sont pas très souvent abordées sur le travail proprement dit, ou ce qu'on appelle le travail vivant, donc qui figure dans le titre de la rencontre de ce matin. Et puis merci aussi par avance à Elisabeth Calmont, puisque on va probablement avoir une discussion dans laquelle vous serez invité aussi à donner votre point de vue. Ce titre de l'humain au cœur du travail vivant, en fait, ne va pas de soi. D'abord parce qu'il faudrait se mettre d'accord sur ce que signifie l'humain, et puis il faudrait se mettre d'accord sur ce que signifie le travail vivant. Et les relations entre l'humain d'un côté et le travail vivant de l'autre. Et les relations entre les deux ne sont pas du tout évidentes. J'espère que je vais pouvoir
le montrer, mais bon, ce sera peut-être plus l'affaire de la discussion que l'affaire de mon topo. Pour, disons, marquer le trait d'entrée de jeu, les rapports entre l'humain et le travail vivant, nous ne sommes pas du tout d'accord les uns avec les autres, ni dans la communauté scientifique, ni dans l'espace public ou l'espace politique. Donc il y a vraiment des positions extrêmement contrastées sur ce point, de savoir quel est le rapport entre le travail vivant et l'humain. Bon. L'humain dans le travail vivant, c'est dans un sens, c'est-à-dire en quoi l'homme, ou l'être humain, ou l'humanité de l'homme, alors là après, il faudrait déplier ce terme d'humain, est engagé ou impliqué dans le travail, pour qu'il puisse bénéficier de ce qualificatif de travail vivant. C'est un premier volet de la discussion. Quoi de l'humain est en cause dans la production du travail vivant? Et ce n'est pas du tout simple, ce sont des questions horriblement compliquées. Mais dans le sens inverse, la question se pose aussi de savoir en quoi le travail vivant est-il impliqué dans l'humain, c'est-à-dire dans la formation de l'humain, dans la transformation de l'humain. Le travail n'est peut-être pas que une production. Le travail humain a probablement, en tout cas pour un certain nombre d'entre nous, un effet sur la transformation de l'être humain lui-même. Donc, ce que je pourrais résumer dans une formule que j'emploie souvent, travailler, ça n'est pas seulement produire, pour un certain nombre de raisons que je n'aurai pas le temps de discuter ce matin. Travailler, ça n'est pas seulement produire, travailler, c'est aussi se transformer soi-même. Et donc, vous voyez que c'est dans l'autre sens cette fois-ci. C'est-à-dire, il y a certains auteurs qui pensent que le travail est même un élément majeur dans l'avènement de l'humanité, de l'homme. Donc, vous voyez, les positions sont très contradictoires. Alors, dans l'espace public, d'abord, un grand nombre de penseurs estiment que le travail est un malheur socialement généré. C'est un malheur. Le travail, fondamentalement, sur le mode du malheur. Et donc, si on prend une position, disons, aussi péjorative à l'égard du travail, l'action rationnelle consiste à essayer de réduire le temps de travail, le réduire à son minimum. Il faut lutter pour... Alors ça a commencé cette histoire depuis le XIXe siècle. On pourrait certainement remonter avant, mais là où ça prend véritablement une forme sociale saisissable, c'est depuis le début du XIXe siècle, dans le combat, un combat qui a structuré tout le XIXe siècle, qui est le combat pour la réduction de la journée de travail. C'est pas seulement au XIXe siècle, au XXe siècle et donc au XXIe, c'est également comme ça que pense encore, je pense la majorité malheureusement, de nos contemporains. Et la bataille sur l'âge de la retraite reflète encore le fait que le travail est un malheur et donc il faut en réduire la durée le plus possible. Le travail est donc fondamentalement aliénant, c'est-à-dire destructeur de l'humain. Vous voyez, c'est une position, bon, évidemment je la caricature un peu, mais elle existe, hein, c'est pas une fiction, c'est très très présent dans la société. Et puis, les positions varient à ce point qu'un philosophe avec lequel j'ai travaillé pendant plusieurs années, Bertrand Ogilvy, qui était plutôt de l'autre bord, pensant que le travail pouvait au contraire être bénéfique à l'être humain et non pas être destructeur de l'être humain, il a finalement complètement tourné dans l'autre sens et donc il a écrit un livre qui s'appelle « Le travail à mort », et donc rejoint, si vous voulez, la position la plus péjorative possible, le plus péjoratif qu'il soit, avec des arguments philosophiques extrêmement nourris, pour disqualifier le travail dans les choses qui nous intéressent, l'humain, et peut-être au-delà la culture. À l'inverse, vous avez une conception
valorisante du travail. Le travail serait non seulement à l'origine de toute production de valeur, toute production de richesse, mais le travail serait au principe même de la culture, de la civilisation, et je vais même pousser plus loin, certains auteurs, certains penseurs qui ont eu ou qui ont encore un grand impact dans l'espace public, pensent que le travail tient une place majeure dans la question de la formation de la démocratie. Donc c'est la culture, la civilisation et aussi de façon plus précise dans la démocratie. Un auteur important dans ce domaine, un de ceux qui a le plus plaidé pour cette position, c'est le philosophe américain John Dewey, dont on pourra discuter éventuellement, mais qui tient une place importante. Alors maintenant, je me place du côté de la communauté scientifique. On va retrouver ces deux positions. Le travail n'aurait en soi aucune valeur et serait même, d'une certaine manière, un élément déterminant dans la destruction de la valeur. C'est le mépris du travail qui est quand même très inscrit dans nos sociétés, et ceci depuis, si on en croit en tout cas les historiens de la philosophie, depuis la Grèce. On entretient un véritable mépris pour le travail, dans la philosophie d'abord, mais en réalité ça va beaucoup plus loin que la philosophie, c'est dans l'ensemble des sciences. Il y a beaucoup d'arguments évidemment en faveur de cette idée du caractère méprisable du travail, d'abord attaché à l'esclave, puis attaché au serf, puis attaché à l'ouvrier, au travail répétitif sous contrainte de temps, et donc, c'est le mépris du travail, et en contrepartie, les valeurs sont principalement du côté de l'action, au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire l'action politique. Et l'auteur la plus importante dans ce domaine, en tout cas dans la deuxième partie du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, c'est Hannah Arendt, qui vilipende le travail comme vraiment le pire, qui détruit la démocratie, qui détruit l'espace politique. Mais sans se référer forcément à Hannah Arendt, mais à d'autres auteurs plus nuancés qui ont essayé de tester la valeur du travail du point de vue de la démocratie, du point de vue de l'action politique. Donc l'école de Francfort en particulier, eh bien, dans l'ensemble, dans l'école de Francfort, et surtout avec un de ses tenants qui s'appelle Habermas, il y a un abandon de la dimension du travail, considérant que le travail est définitivement dominé et qu'il ne peut donc être à l'origine d'aucune émancipation. C'est l'école de Francfort, c'est celle qui était le plus intéressée, je pourrais dire, du point de vue philosophique, c'est dans les dernières, depuis presque le début, premier tiers du XXe siècle, était très intéressé par la question du travail et a finalement abandonné cette question. Ou bien, au contraire, on pense, donc c'est complètement l'opposé, que le travail a une importance fondamentale, tellement importante dans le devenir de l'être humain et dans la culture et la civilisation, on va défendre la thèse de la centralité du travail. Donc là, c'est vraiment l'opposé. C'est vraiment l'opposé de ce que je viens de peut-être un peu caricaturer, mais quand même qui correspond à une vraie position, une vraie posture dans l'espace public et dans la communauté scientifique. Alors la centralité du travail, ça veut dire quoi concrètement quand on pense que le travail joue un rôle majeur dans le devenir de l'être humain, dans le devenir de la société? C'est d'abord la centralité du travail par rapport à la santé mentale. Alors c'est une thèse évidemment un peu radicale, c'est-à-dire le travail est central. Bon, c'est pas une place anecdotique à côté, non, c'est central.
Il y a également, donc, dans plusieurs dimensions de cette centralité, la deuxième dimension, c'est la centralité du travail par rapport à la formation et la transformation des relations entre les sexes, c'est-à-dire des rapports de domination des hommes sur les femmes. Si on examine ce rapport, qu'aujourd'hui on range dans les recherches sur le genre, la domination des hommes sur les femmes est incompréhensible si on ne prend pas en compte la question du travail comme enjeu fondamental de cette domination. C'est ensuite la centralité du travail, la centralité donc politique cette fois-ci du travail. Centralité par rapport à la santé mentale, centralité par rapport au rapport entre les hommes et les femmes, centralité du travail par rapport à la politique, par rapport à la cité, par rapport à l'espace public. C'est aussi une centralité du travail par rapport à l'économie. Alors là, c'est ultra minoritaire comme position, puisque tous les économistes pratiquement ont abandonné la question du travail. Mais il en reste très peu, quelques-uns qui continuent à défendre le fait que l'origine de toute richesse passe par le travail, et en particulier le travail vivant. Donc, bon, c'est aujourd'hui une thèse complètement latéralisée par la théorie standard, mais enfin, donc c'est des gens qui vont aussi aller du côté de la fin du travail, des choses comme ça. Ces économistes dont je vous parle pensent au contraire que le travail reste l'élément décisif de l'économie et de la production des richesses. Et puis enfin, il y a une centralité du travail, c'est la dernière dimension, c'est la centralité du travail, cette fois-ci du point de vue épistémologique, c'est-à-dire sur la théorie de la connaissance, mais là je ne vais pas en parler. La théorie de la centralité du travail a été d'abord formulée la première fois par les sociologues qui s'intéressent aux rapports sociaux de sexe, c'est-à-dire à la domination des hommes sur les femmes. C'est donc principalement, d'ailleurs ce sont des sociologues françaises, c'est Daniel Kergoat et Elena Hirata. Et donc cette thèse a été reprise par plusieurs auteurs, évidemment, dans le monde. Ce que je vais essayer de défendre, c'est quand même se situe de ce côté-là, du côté minoritaire, du côté de la centralité du travail, tel que je viens brièvement de l'esquisser. Alors donc, sur la centralité du travail, je ne parlerai aujourd'hui, ce matin, que de la centralité du travail par rapport à la santé, parce qu'il faut limiter les choses, hein. Même si les autres dimensions, à mon avis, sont très passionnantes, mais on n'aura pas le temps. Donc c'est la centralité du travail par rapport à la santé. Et donc, quand je dis centralité du travail par rapport à la santé, ça veut dire une chose précise, c'est qu'il n'y a pas de neutralité du travail vis-à-vis de la santé mentale. Et là, je vous interpelle tous, il n'y a pas de neutralité du travail par rapport à votre santé mentale à chacun d'entre vous. Je sais ce que je dis, et je vous le démontre très facilement. Et le travail n'est jamais neutre vis-à-vis de cette santé mentale, c'est-à-dire qu'il peut générer le pire. Et aujourd'hui, le pire, c'est vrai que ça a dépassé depuis le début du XXIe siècle, ça a dépassé tout ce qu'on avait connu jusque-là. On en arrive jusqu'au suicide sur les lieux du travail. Donc c'est le pire qui puisse arriver. Mais le travail peut générer le meilleur. C'est exactement l'inverse. Grâce au travail, un certain nombre d'entre nous avons une santé mentale qui est bien plus robuste que si nous sommes privés de travail. Donc, la question qui nous vient évidemment du point de vue du clinicien, du point de vue de celui qui s'intéresse à la santé mentale et qui doit la prendre en charge, comme c'est le cas du psychiatre, psychologue ou du psychanalyste, le problème qui est posé, c'est pourquoi le travail tourne-t-il au malheur? Pourquoi tourne-t-il au bonheur? Quelles sont les conditions qui font que ça va dans un sens ou ça va dans l'autre? Alors, je n'ai pas le temps de vous le démontrer, mais ça fait maintenant, facilement 40 ans qu'on sait que ce qui est en cause principalement, donc il y a un élément clé pour pouvoir comprendre pourquoi ça tourne au bonheur ou ça tourne au malheur, c'est la question de l'organisation du travail. Traditionnellement, dans les rapports entre santé et travail, ce que l'on a étudié pendant
des décennies, en fait ça fait des siècles, parce que ça a commencé, il y a eu quand même déjà des traités très très consistants au tout début du XVIIe siècle, avec un homme qui s'appelait Ramazzini, un Italien, avait déjà constitué un compendium, un véritable traité de médecine du travail, dans lequel il décrivait une quantité de maladies professionnelles. Donc, si vous voulez, donc ça fait très longtemps que la santé au travail, c'est d'abord et avant tout la santé du corps. Et c'est vrai, c'est une priorité avant de s'intéresser à ce qui se passe dans l'âme des gens, sans aucune ironie, ce qui se passe du point de vue psychique, si on le traduit en termes plus modernes. C'est vrai qu'il y a une première urgence qui est la question de la santé du corps et la protection de la santé du corps, qui sert d'ailleurs de base et de référence fondamentale pour le droit du travail. Le droit du travail est entièrement enraciné dans la question de la protection du corps contre les accidents du travail et contre les maladies professionnelles. Donc ça, c'est tout le champ, si vous voulez, de la médecine du travail, de l'hygiène industrielle, plus tard de l'ergonomie, et donc c'est un conflit entre le corps et les conditions de travail. Les conditions de travail, c'est les conditions physiques, chimiques et biologiques de travail. Ce n'est pas la peine que je vous le développe, je pense que vous connaissez ça forcément très bien. Donc, corps, conditions de travail, avec le développement de toute une série de disciplines, l'ergonomie, la prévention des accidents du travail, la médecine du travail, enfin il y a plein de disciplines qui sont impliquées là-dedans. Maintenant, si on s'occupe de la santé mentale et plus du corps, ce qui est en cause, ce ne sont plus les conditions de travail principalement, elles ne sont pas tout à fait innocentes vis-à-vis de la santé mentale, mais le problème fondamental, c'est celui de l'organisation du travail. Donc je ne vais pas vous définir l'organisation du travail, parce que ça aussi c'est un problème, c'est une question tout à fait passionnante, mais on n'a pas le temps, donc je le laisserai dans l'implicite, comme si vous saviez tous, et si nous étions surtout tous d'accord sur ce que signifie le concept d'organisation du travail. Si on entrait dans le détail, je pense qu'on ne serait pas forcément tous d'accord, puisqu'à l'intérieur même de la communauté scientifique, il n'y a pas du tout de consensus. Il y a différents. Les sociologues le pensent d'une certaine façon, les économistes la pensent d'une certaine façon. Nous, à partir de la clinique, on a une conception assez différente de l'organisation du travail, et on est toujours en controverse les uns avec les autres. Donc je vais supposer qu'on soit d'accord sur ce que signifie l'organisation du travail. Bon, c'est un peu exagéré, mais ça ne fait rien. Et maintenant, je vais entrer plus avant dans le travail vivant proprement dit, tel que, en tout cas, il se révèle à la loupe de la clinique, c'est-à-dire de la clinique du travail, celle qui est constituée à partir de, en gros, deux grands types de champs cliniques. Le premier champ, c'est celui des malades, c'est-à-dire les gens qui tombent malades à cause du travail, ou qui pensent que c'est le travail qui est en cause dans le fait qu'ils tombent malades. Donc c'est ce qu'on appelle la psychopathologie du travail, avec des suivis, c'est pas seulement des diagnostics, c'est le suivi, c'est quelquefois au long cours de malades du travail on pourrait dire, malades psychiques du travail principalement, c'est encore une simplification, mais enfin bon, peu importe. Et puis le deuxième terrain clinique, c'est les enquêtes sur le terrain, c'est-à-dire les enquêtes qui sont faites dans les entreprises, les enquêtes qui sont faites dans l'agriculture, dans l'élevage, on a beaucoup d'enquêtes, les enquêtes dans les forêts, bon. Mais c'est aussi les enquêtes à l'hôpital, et là on a un paquet d'enquêtes énormes depuis 50 ans que j'ai commencé ces enquêtes. J'ai pas évidemment beaucoup d'enquêtes sur l'hôpital, sur les hôpitaux, les différentes choses. Bon, mais cette fois-ci, c'est des enquêtes qui sont prises sur le terrain et selon des méthodes qui sont évidemment très différentes de celles qui sont utilisées en psychopathologie du travail dans le suivi individuel des patients. Le travail est vivant, individuel et subjectif. Voilà. Alors c'est une déclaration qui ne vient pas de moi, mais qui se trouve déjà dans l'œuvre de certains philosophes, que je ne vais pas nommer pour l'instant, parce que sinon vous allez vous fâcher.
le travail, quand je dis que le travail est vivant, individuel et subjectif, ça veut dire, dans un premier temps, que pour obtenir un travail de qualité, il faut que celui qui travaille engage sa subjectivité. Alors, subjectivité, c'est un terme un peu barbare, c'est un terme de maniement assez compliqué, en psychanalyse en particulier, mais en psychiatrie aussi. Bon, pour faire simple, c'est la personnalité. En réalité, ce n'est pas tout à fait la même chose, évidemment, mais enfin, disons, c'est un engagement de... Bon, voilà, on va simplifier. Pour avoir un travail de qualité, il faut un engagement de la personnalité, et là je vais tirer le trait, de la personnalité tout entière. Ce serait à ma charge de vous montrer, de vous donner des éléments cliniques pour assurer ce que je suis en train de vous dire. Il n'y a pas de travail de qualité si on n'accepte pas de se faire envahir par le rapport au travail. Pour plein de raisons. Envahi, c'est-à-dire que les infirmières qui travaillent à l'hôpital, elles travaillent pendant le temps de travail, mais quand elles rentrent chez elles, elles pensent encore à leurs malades. Quand on est agent de conduite d'une centrale nucléaire, on rentre chez soi, pense à la centrale. Et même la nuit, on se réveille, quand on est agent de conduite ou quand on est ingénieur de conduite, on se réveille parce que tout à coup, on se dit « j'ai oublié une vanne ». Et le type, à 3 h du matin, il appelle la centrale, il appelle le gars qui est sur le car et il dit « vérifie la vanne numéro 7, je crains d'avoir oublié de la faire fermer ». Donc le travail, on sait où il commence, on ne sait pas où il s'arrête, et il vous prend jusque dans vos insomnies, il vous prend jusque dans vos rêves. Et s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de qualité de travail. Bon, donc j'ai pas le temps de développer ça, mais évidemment c'est un sujet tout à fait passionnant de voir comment ça se passe, cette histoire du travail, et comment le travail envahit la subjectivité, envahit la personne jusque dans ses rêves, jusque dans ses insomnies. Je peux vous montrer en plus que ça affecte le rapport à l'intérieur de l'économie conjugale, parce que quand je suis préoccupé par la centrale nucléaire, quand je suis préoccupé par mes malades, quand on est psychiatre, comme moi je l'ai été, avec des malades très difficiles à certains moments, vous rentrez, vous êtes préoccupé, bah, en gros, vous n'êtes pas très sympathique à la maison non plus. Hein. Donc le conjoint, il ramasse votre bonne humeur. Hein. Et les enfants aussi. Et si on va dans le détail, je vous montre comment le développement psychique de vos enfants est lui-même captif de rapports psychiques que vous avez avec votre travail. Si ça se passe bien, tant mieux pour les enfants, et quand ça se passe mal, ils ramassent. Parce que c'est des éponges, les enfants, et donc là, il y a plein de problèmes tout à fait passionnants. Je n'ai pas le temps de développer, et ce n'est pas du tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est juste pour vous indiquer quand même qu'il existe là une clinique assez riche. De cet engagement de la subjectivité, cet engagement de la personnalité tout entière dans le travail, on peut sortir endommagé, voire mutilé psychiquement, moralement et affectivement. Et aujourd'hui, on étudie évidemment dans le détail toutes ces mutilations psychiques, affectives et morales, parce qu'évidemment, il y en a une pléiade, il y a une masse extrêmement importante de gens qui tombent malades dans le travail, qui sont quand même très abîmés par les formes contemporaines de l'organisation du travail. Mais aussi, il peut se produire l'inverse, c'est-à-dire qu'on sort du travail grandi. C'est-à-dire que, quand je dis grandi, c'est la subjectivité tout entière qui s'accroît. Donc, il y a une promesse dans le travail, c'est une promesse d'accomplissement de soi, par le travail. Et grâce à mon travail, je peux m'accomplir, c'est-à-dire devenir plus intelligent grâce à mon travail que je ne l'étais avant de travailler. Parce que l'intelligence n'est pas avant le travail,
Ça, c'est la conception de la psychologie classique, la psychologie abstraite, enfin, la psychologie fausse qu'on enseigne dans les manuels depuis 100 ans. Complètement faux, si vous voulez. L'intelligence n'est pas avant le travail. C'est à force de travailler que je suis obligé de développer en moi des registres de savoir-faire, d'habileté et des registres d'intelligence que je n'avais pas avant le travail. Donc c'est le travail qui sert de médiateur à l'accomplissement de soi. Et si à la fin de cette épreuve du travail ou à la fin ou au cours d'une vie de travail, je me rends compte que je deviens de plus en plus habile, de plus en plus intelligent, c'est l'amour de soi qui s'accroît. Je m'aime plus moi-même. C'est le point de départ, c'est la base de la santé mentale. Bon, je n'ai pas le temps de développer tout ça. Maintenant, ce dont je vais parler principalement, pour le temps qui me reste, parce que je pense que j'ai déjà trop entamé, bon, c'est que le travail n'est pas seulement un rapport individuel avec une tâche, c'est pas seulement un rapport individuel avec une matière, avec un outil, avec un objet technique. Le travail, c'est également quelque chose qui implique toujours l'autre. Toujours. Il n'y a pas de travail qui n'implique l'autre. Il implique l'autre, alors ça peut être, de façon très simple, les collègues de travail. Selon la manière dont je travaille dans l'équipe, ça a des incidences sur mes collègues. Si je fais mal le boulot, ça leur retombe dessus. Si je m'absente de mon travail, c'est eux qui vont devoir faire le travail. C'est un exemple simple. Si je travaille bien, et pas seulement si je travaille bien, mais si en travaillant je pense aux autres, je ne travaille plus de la même façon. C'est ce qu'on appelle l'empathie professionnelle, c'est-à-dire de penser quand je travaille que je sais que j'engage le destin de mes collègues, et donc je fais en sorte de les aider d'une certaine manière, ou en tout cas de ne pas leur nuire, ce qui n'est pas si simple que ça, d'avoir en présence. Mais on travaille aussi pour un patron, pour un chef, on travaille pour une entreprise, on travaille pour un service public, on travaille pour le bien commun, donc il y a toujours une implication. Bon, je travaille pour mes subordonnés, je suis chef, et c'est un travail important. Un mauvais chef, c'est vraiment très embêtant pour ceux qui sont en dessous. Donc c'est pas anodin, c'est compliqué, voilà. Et puis ensuite, on travaille aussi pour des clients, pour des patients, pour des étudiants, pour des élèves. Bon. Donc le travail implique toujours l'autre sous différentes formes. Et donc le problème qui est posé, pour nous principalement, c'est, pour aujourd'hui, c'est la question du travail en commun, c'est-à-dire des conditions qui rendent possible ou qui rendent impossible la mise en concert, la mise en harmonie, pour utiliser le terme que vous voulez, la mise en concordance, la mise en cohérence des différentes intelligences individuelles. Ce serait très long à vous expliquer, je n'ai pas le temps malheureusement, sur l'analyse du rapport individuel au travail, mais l'intelligence qui se développe par le fait d'être envahi par le travail jusque dans ses insomnies, ses rêves, etc., aboutit à des idées et à la formation d'intelligence qui sont différentes selon les individus. Donc si chacun se met à être intelligent à sa façon, il y a un risque énorme, si vous voulez, à l'intérieur d'une équipe, si toutes les infirmières se mettent à être intelligentes, à leur façon, alors que c'est pour le bien, ça va mal tourner. Le malade, ça va mal tourner. Le problème est parce que chacune a des bonnes raisons de travailler de telle ou telle façon, mais si je travaille de telle façon, peut-être que c'est incompatible avec la manière dont l'autre travaille. Donc il y a bien une nécessité première qui est de mettre les intelligences individuelles qui ont un pouvoir de divergence considérable, il faut les mettre ensemble. Ça s'appelle la coordination. Alors le mot coordination, c'est quelque chose qui renvoie fondamentalement à l'ordre de la prescription. Voilà. Et tout travail est encadré par des prescriptions qui concernent
Donc la coordination, c'est la division des tâches et la répartition des tâches à l'intérieur d'une équipe. Ce sont les attributions de chacun, les responsabilités, le domaine de responsabilité de chacun, les moyens qui sont mis à disposition de chacun, chacune, et puis toute une série de prescriptions sous forme d'ordre, de procédures, de consignes, d'objectifs à atteindre. Mais ce que montrent les sciences du travail, et ça c'est pas dû à la clinique du travail en premier, c'est dû à l'ergonomie. L'ergonomie, c'est une des sciences du travail qui a mis au jour quelque chose d'absolument fondamental, c'est que, en dépit de toutes ces prescriptions, et quelquefois elles sont d'une précision bien plus grande que dans le secteur hospitalier, hein. Si vous allez dans le secteur industriel, sur le travail répétitif sous contrainte de temps, le mode opératoire est prescrit avec une précision absolument incroyable, à la seconde près. C'est pas de la blague, avec des armées d'ingénieurs qui ont travaillé à faire les abacs, toutes les tables, des temps et mouvements, enfin il y a des milliers de kilomètres de littérature là-dessus. Et bien même quand c'est très très prescrit, ce que l'ergonomie a montré, c'est que les gens ne font jamais ce qui est prescrit. Nulle part. Sans exception. Il y a toujours un décalage entre le prescrit et l'effectif. Bon. Donc, même au niveau individuel, c'est comme ça. Pour un certain nombre de raisons que je n'ai pas le temps de développer, mais enfin on pourra en discuter. C'est pas pour rien, les gens ne font pas, c'est pas unique. Alors là, bon, s'il faut quand même que je fasse une parenthèse et que je la donne, les gens trichent donc avec les prescriptions, donc j'insiste sur le mot tricher, mais ils ne trichent pas par plaisir uniquement de la transgression, ou par indiscipline, ou par inconscience, pas du tout. C'est une tricherie qui est au service du fait qu'on ajuste la prescription pour que ça marche. Comme la couturière triche un ourlet. Voilà. Parce que la dame, elle n'a pas les deux épaules à la même hauteur, et donc si vous lui faites une robe avec, en plus, un truc un peu évasé, si vous faites exactement bien les choses selon les règles, vous avez une dame qui est encore plus tordue. Donc on triche l'ourlet pour corriger la différence de niveau des épaules. Mais la tricherie en question, elle n'est pas faite pour faire mal, elle est faite pour faire bien. Si vous suivez la règle du patron, ce qu'on appelle le patron en couture, ça ne marche pas, c'est du mauvais boulot, il faut tricher. Ben, je vous montre que l'agent de conduite de la centrale nucléaire triche avec les consignes, et pourtant je peux vous garantir que le cahier des charges qu'on appelle là-bas les gammes, c'est des procédures, mais ça s'appelle des gammes dans le nucléaire, ben, c'est extrêmement rigoureux, et en plus c'est contrôlé par la loi, pas seulement par l'ingénieur, c'est-à-dire c'est légal, tout est soumis, ça passe par l'Assemblée nationale, toutes ces gammes, il faut voir, c'est des trucs invraisemblables. Eh bien les gens trichent, et pas pour le plaisir de transgresser, mais pour bien faire, pour que ça marche. Alors, la coordination, c'est bien gentil, ça c'est au niveau individuel. Maintenant, au niveau collectif, la coordination, c'est bien gentil, ça ne marche pas. Si les gens exécutent les ordres strictement, ça tombe en panne et ça s'arrête tout de suite. Si les infirmières se mettent à obéir aux médecins, rigoureusement, il y aura encore plus de morts qu'il n'y en a actuellement. C'est comme ça. Voilà. Les gens trichent, mais cette fois-ci, il faut tricher collectivement. C'est beaucoup plus compliqué. Si les gens obéissent strictement, ça porte un nom. Ça s'appelle la grève du zèle. Donc vous faites exactement ce qui est prescrit. L'atelier s'arrête tout de suite. La centrale nucléaire, dans le meilleur des cas, elle s'arrête. Dans le pire, elle saute. Si les gens obéissaient strictement aux ordres qui sont donnés à la centrale nucléaire par les ingénieurs, les centrales nucléaires, il y en a un certain nombre qui sauteraient. Je vous montre pièce en main qu'ils interviennent tout le temps, toute la journée, pour corriger les trucs non prévus. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils trichent, pour être en avance sur les incidents. Et donc ils réinventent les modes opératoires. Eh bien, les soignants font la même chose. Il y a
protocole opératoire, il y a une bonne conduite, toutes ces histoires de procédures et de machin, standardisation. Si les gens faisaient ce qui est écrit dans les standards, ça ne marcherait pas du tout. Vous auriez beaucoup plus de malades, beaucoup plus de pépins. Les gens, ils trichent. Bon. Maintenant, il faut tricher collectivement. Et donc, je veux encore aggraver les choses. Dans une armée, qui est quand même le système où la discipline est la plus dure, si les hommes s'en tiennent à obéir aux ordres, c'est une armée vaincue. Voilà. Dans l'armée, on le dit, mais on ne l'écrit pas. Il faut interpréter les ordres. Quand vous allez au cinéma et que vous adorez tous ces films de guerre, qu'est-ce qu'on vous montre? Comment les gens n'obéissent pas aux ordres et inventent et innovent et improvisent des choses sans lesquelles ça ne marcherait pas. S'ils s'arrêtent et qu'ils obéissent aux ordres, l'armée elle est foutue. Même dans l'armée. Alors à l'hôpital, les écarts sont considérables. Alors bon. La différence entre la coordination, qui est le travail prescrit, qui est l'organisation du travail prescrite, et le travail effectif, ou l'organisation du travail effectif, la partie effective, ça s'appelle la coopération. Donc, coordination, coopération. La coopération, c'est inventé par les gens, collectivement. Alors, je vais vous décrire la coopération, autant que faire se peut. Ça dépend de combien de temps je dispose, mais comme... Bon, elle est partie, Claire. Hein, donc, Claire Georges est partie, donc je ne sais pas qui contrôle mon temps, en fait. J'ai encore combien de temps? Je peux y aller? 5 minutes. J'ai droit à 5 minutes? Bon, alors j'ai raté mon coup, ça fait rien. Alors Il me reste 5 minutes, c'est ça? Disons que j'avais raison de m'inquiéter. Non, mais c'est tellement passionnant, 10 minutes. Bon. Il faut qu'elle garde un peu de temps de discussion quand même. Alors, oui, tout à fait. Non, mais je suis d'accord. Bon, ça fait rien. De toute façon, c'est un peu une des idées que je vous donne qui trace comme ça un chemin d'analyse de la situation. Donc, si j'avais le temps, je vous décrirais la coopération. Évidemment, c'est une description un peu idéale. Parce que si on essaie de ramasser les expériences de terrain pour essayer d'en faire une synthèse, forcément, on se met à un certain niveau d'abstraction, de généralisation. Donc, c'est un peu idéalisé la coopération dont je pourrais vous parler si j'avais suffisamment de temps, mais de toute façon, je n'ai pas le temps. On a envie d'entendre ça. Mais bon, c'est pas seulement un idéal, c'est pas simplement une idéalisation d'intellectuels coupés du peuple, coupés de la réalité. C'est enraciné dans beaucoup d'enquêtes, et donc il y a une réalité de la coopération dans un certain nombre de lieux, et surtout, on a connu des formes de coopération par le passé, qui n'existent plus aujourd'hui, qui ont été démantelées, mais enfin, on sait très bien ce que c'est qu'une bonne coopération. Alors, la coopération, elle n'est possible que... Alors, c'est la condition sine qua non. S'il y avait une chose à retenir, c'est la seule. Il ne peut y avoir de coopération que s'il existe un espace de délibération. Alors, je suis désolé, c'est un concept ou un espace de discussion, les deux termes existent dans la littérature, espace de discussion ou espace de délibération, dans laquelle les gens qui doivent travailler ensemble, ou qui sont amenés à travailler ensemble, prennent du temps pour discuter. Discuter de quoi? Du travail. Et pour pouvoir discuter du travail, il faut toujours prendre un cas. Donc, dans la centrale nucléaire, c'est un pépin, c'est un dysfonctionnement, et on part de ce dysfonctionnement. On fait de la casuistique. Sinon, le reste, c'est du bavardage. Non, on prend un cas et maintenant on l'épluche ensemble, et chacun donne son point de vue. En médecine, en psychiatrie, partout, c'est un cas. On prend un cas de patient et on discute ce patient. Sinon, on parle de n'importe quoi.
Donc vous voulez discuter, il faut un espace de discussion pour prendre le cas d'un malade, soit parce qu'il y a eu un pépin, soit parce qu'il pose des problèmes très difficiles qu'on n'arrive pas bien à résoudre, et donc on propose aux gens de discuter et de confronter leur point de vue à partir de leur expérience. C'est très intéressant, mais ça prend du temps. Voilà. Ça prend du temps. Voilà. Quand j'étais psychiatre des hôpitaux, ça prenait un nom, ça s'appelait les synthèses. Quand j'étais médecin, à l'époque, quand je travaillais en diabétologie, on appelait ça des réunions de staff. Ben, le staff, ça durait longtemps, ça durait 2 heures. Bon, chaque semaine, une réunion de pareil, synthèse à l'hôpital. Vous avez différentes dénominations de cet espace de délibération. Cet espace de délibération, il est ouvert à la discussion et à la controverse. Donc aussi au conflit quelquefois. C'est qu'on n'est vraiment pas d'accord sur la manière de faire. Et c'est bien. Il faut laisser cette place au conflit dans ce que le conflit peut avoir de noble, justement, et de faire sortir. Mais quand on a l'habitude de discuter comme ça, et surtout quand ça marche depuis déjà un certain temps, on arrive à installer un mode de fonctionnement qui est la délibération orientée vers l'entente. Ça ne tombe pas du ciel, c'est en la mettant en pratique que petit à petit, on arrive à constituer cette délibération orientée. Donc on dit ce qu'on pense, mais on a quand même dans la tête toujours l'idée qu'il faut qu'on arrive à un accord. Il ne faut pas qu'on sorte de la réunion sans être tombé d'accord sur tel ou tel cas, sur la manière de faire. Ça suppose donc que tout le monde participe, il faut que tout le monde prenne la parole, ce n'est pas seulement certains qui prennent la parole, c'est tout le monde prend la parole. Il faudrait que j'ai le temps de vous décrire cet espace de délibération, il y a des conditions très particulières, chacun doit parler, c'est pas si simple que ça de dire ce qu'on pense, vraiment, parce que les raisons pour lesquelles on pense que c'est comme ça qu'il faut faire, ce n'est pas seulement des raisons qui sont portée par l'efficacité, la préoccupation de l'efficacité, elle est présente chez chacun d'entre nous. Tout le monde est préoccupé de l'efficacité de ce qu'il fait. Il ne veut pas que ça ne marche pas. Ce n'est pas seulement le patron. Chaque ouvrier dans une usine, chaque infirmier, chaque psychomotricien, chaque psychologue, tout le monde essaye que ça marche. Donc la question de l'efficacité est toujours... Mais les arguments qu'il faut pour défendre un point de vue sont toujours des arguments mixtes. Il y a cette dimension de l'efficacité qu'on appelle la rationalité instrumentale, mais qui est matinée de points de vue qui sont très différents, qui ont affaire avec l'éthique. Donc, les hommes et les femmes n'ont pas forcément le même point de vue. Et ils ont bien raison. Parce que, avec les malades mentaux, quand vous êtes un homme et une femme, c'est pas tout à fait la même chose. Quand vous êtes flic aussi, c'est pas pareil. Le rapport avec le délinquant n'est pas le même. Les hommes et les femmes ne travaillent pas de la même façon. Les jeunes et les vieux ne travaillent pas de la même façon, ils ont des bonnes raisons. Donc, vous êtes obligés, ces arguments matinés, ça s'appelle des opinions. Mais quand je formule une opinion, évidemment, les autres ne sont pas forcément d'accord. Donc, il faut que je me prépare à justifier mon opinion. Donc, c'est risqué de parler, puisqu'après, il faut pouvoir se justifier. Et en plus, il faut trouver les mots. Il faut trouver la rhétorique dans laquelle on se fait comprendre. Donc l'espace de délibération, quand il fonctionne, c'est un espace dans lequel on apprend à parler, à se mouiller, à témoigner de sa propre expérience et à témoigner de son savoir-faire et aussi de ses options. Bon, dans le meilleur des cas, quand tout le monde se discute comme ça pendant un certain temps, on arrive à un accord. Au bout d'une heure, on a un accord sur tel patient, on peut passer à un deuxième cas. Cet accord, qui est un accord sur la manière dont travailler, on va dire, on va faire comme a dit Martine. Voilà. Parce que Martine, qui est en réalité la femme de ménage, elle connaît sur le malade, parce qu'elle va dans la chambre des trucs qu'elle ne connaissait pas, et alors à la fin, elle dit des choses que ni le psychiatre, ni le psychologue, personne ne sait tout ça. Mais elle, dans la chambre, elle en a vu des trucs. Et deux, la femme de ménage, elle a une relation avec le malade, psychotique, complètement fou, alors que personne n'arrive à aller avoir un entretien avec lui. Mais lui, il aime bien la femme de ménage. Donc la femme de ménage, elle est un élément soignant, qu'elle ne tient que de sa position de femme de ménage, parce que c'est là qu'elle entre en complicité. Donc,
À la fin, Martine a dit un certain nombre de trucs, elle suggère des trucs et tout le monde à la fin dit bah, on va faire comme a dit Martine. Cet accord devient un accord normatif. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est pris et qu'il est prononcé, et qu'on a décidé, il devient une sorte de prescription, une prescription qui est produite par le collectif de travail. Et après, tout le monde fera le mieux possible pour essayer d'honorer cet accord normatif. Quand vous avez plusieurs accords normatifs qui s'unissent entre eux et qui s'articulent, ça s'appelle une règle de travail. Bon, il faut que vous compreniez que les règles de travail, elles sont produites par les gens qui sont là. Donc, je prends le service d'à côté. Ben, la composition de l'équipe n'est pas la même. Il y a plus de femmes, moins d'hommes. Plus de vieilles femmes et moins de jeunes que dans l'équipe d'à côté. Donc, la règle, les accords normatifs successifs, les règles de travail ne sont pas les mêmes dans l'équipe d'à côté. Et c'est très bien. Ça veut dire que c'est... Parce que les règles, elles sont faites pour pouvoir donner le maximum de place à chacun, pour que chacun puisse trouver sa place et donner le meilleur. Donc la diversité des règles de travail est un élément déterminant de la qualité de la coopération. Il faut non seulement parler et s'exprimer pour que ces accords puissent se constituer, mais si j'avais le temps, je vous raconterai comment on arrive à vaincre cette difficulté de prendre la parole, qui est quand même prendre un risque, quand, en face de moi, j'ai des gens en qui j'ai confiance. Bon, c'est ce que Claire Georges a indiqué tout à l'heure, la question de la confiance dans les autres. Mais ce n'est pas seulement la confiance, c'est aussi le fait qu'il y a des gens qui vous écoutent. Les autres vous écoutent vraiment. Et prennent un risque, ça ne marche que s'il y a une équité entre le risque que prend celui qui donne son opinion et le risque que prend celui qui écoute. Car écouter vraiment l'autre, c'est prendre un risque. Quel est ce risque? C'est d'entendre. J'entends ce que dit l'infirmière, et là je me rends compte, moi qui suis chef de service, que ben, je me suis planté. Voilà. Et donc c'est moi qui sors déstabilisé. Parce que finalement, cette infirmière, ça fait 3 fois qu'elle dit des trucs, et 3 fois qu'elle a raison. Et moi, je suis sûr d'avoir... c'est moi quand même le médecin, etc. Bon, donc, c'est moi le diplômé, c'est moi qui ai 20 ans de carrière. Ben non, c'est l'infirmière qui a raison. Et là, bon, mais je fais la même chose sur la centrale nucléaire, être chef de production nucléaire et entendre les techniciens, et tout à coup, on entend que le technicien il dit « Là, il y a un risque, hein. C'est pas vrai que la sûreté fonctionne. Ça fait déjà 3 fois que le truc ne se déclenche pas. » Mais s'il a raison, c'est le chef de centrale, il sort de là, il ne peut plus dormir, hein, parce que les risques sont considérables, s'il a raison. Donc vous voyez le risque d'entendre. Bon, vous avez compris. Il y a 3 niveaux de coopération. Donc je finis là-dessus, je n'ai pas le temps de vous le raconter, parce que chaque chose demande un peu de temps, c'est comme la délibération, il faut du temps. Alors on veut toujours des topos, 40 minutes, 35 minutes, mais non, il faut une matinée, et une matinée quand on aura fait tout ça, ça ne suffit pas, il faut une journée entière. Ben oui, parce que c'est des trucs très compliqués, il faut avoir le temps de penser, donc on n'a pas le temps, donc je vous le donne comme ça. Il y a la coopération horizontale à l'intérieur de l'équipe. Après ça, il y a la question de la coopération verticale. C'est un problème majeur. C'est pas seulement parce qu'il y a des chefs et que c'est très bien, parce que les patrons, les directeurs, l'exécutif, le ministère considèrent que c'est... Non, une équipe a besoin de chefs. Pour un certain nombre de raisons, je n'ai pas le temps de vous développer, mais parce qu'il y a toujours un moment donné où on n'arrive pas au consensus. Ça, c'est quand... Même dans... Voilà, il y a des moments, et à la fin, on discute, et puis on se rend compte qu'on répète tout le temps la même chose. Il y en a ras-le-bol. Il faut que quelqu'un tranche. Ah, il faut que quelqu'un tranche. Ça s'appelle un arbitrage. Qui va arbitrer? Ah voilà, le bon chef, c'est celui qui prend le risque d'arbitrer. Et qui prend les risques de cet arbitrage. Bon, je n'ai pas le temps de développer, mais prendre le risque, ça veut dire qu'il peut se tromper. Parce que nous nous trompons tous. Et quand je fais une erreur, ça veut dire que si j'ai fait le choix après la délibération et que finalement ça s'avère une option erronée, bah, ça veut dire pour le chef qu'il faut qu'il revienne dans la semaine d'après et qu'il dise bah, je suis obligé de constater que je me suis gouré, j'ai fait une erreur.
Il faut reconnaître son erreur devant ses subordonnés. Contrairement à ce que vous croyez, ça accroît son autorité. Voilà. Et la question de l'autorité est fondamentale. Si vous êtes capable de reconnaître que vous êtes trompé, la délibération ayant eu lieu avant, c'était pas ça qu'il fallait faire, c'était les autres qui avaient raison, donc on va changer. Et il assume. Et dans l'espace de délibération, le chef n'est plus le chef, il laisse sa casquette. La femme de ménage est aussi importante que le chef. Pendant l'espace de délibération, il n'y a plus de statut. Sinon, il n'y a pas de délibération. Vous voyez, la délibération, c'est compliqué, cet espace de délibération. Voilà. Donc, et la responsabilité fondamentale du chef, c'est aussi d'entretenir cet espace de délibération. Alors, je n'ai pas le temps de vous le développer, mais ça passe par des choses très précises. Et l'autorité ne tombe pas du ciel, elle vient par en haut. Il y a une autorité qui est beaucoup plus importante en réalité pour que ça fonctionne bien la coopération, c'est l'autorité qui est conférée par le bas. C'est les gens du bas qui reconnaissent et qui créent et qui valident l'autorité du chef. Si on avait le temps, je vous expliquerai comment ça marche et c'est extrêmement facile à analyser en réalité. Voilà. Et puis il y a une troisième coopération qui est la coopération transverse, c'est-à-dire le rapport que le travail que je fais engage avec le destinataire. Donc vous êtes ici dans les services de soins, donc le soin, c'est destiné à un malade. Quand vous êtes vendeur, vous avez un client. Quand vous êtes professeur, vous avez un étudiant. Voilà. Donc il y a un rapport entre celui qui produit l'activité de service, mais si je vais un peu plus loin, je pourrais prendre l'exemple des forestiers. L'autre, c'est la forêt. Et donc toute action qu'il fait déclenche un certain nombre d'effets sur cette forêt. Il est l'obligé de la forêt. Et vous, vous êtes l'obligé de vos patients. Sinon, vous n'êtes pas des soignants convenables. Donc, c'est assez compliqué cette histoire, mais je vous montre que la qualité du service ne dépend pas que de votre qualité à vous de soignant. Voilà. Moi, j'ai fait de la diabétologie pendant des années. Eh bien, il ne s'agit pas de faire une ordonnance, si vous voulez. Non. La qualité du soin, elle dépend de la façon dont le diabétique comprend sa maladie, comprend le traitement, comprend les modifications du traitement. Donc, il faut qu'il se mette au travail. Donc, la qualité du soin ne dépend pas que du prestataire, elle dépend aussi du destinataire. Et donc, en fin de compte, d'une coopération entre le prestataire et le destinataire. Or, cette coopération, c'est aux soignants, puisque vous êtes des soignants, mais ce serait la même chose pour le client, c'est la même chose pour le prof, avec la classe, un prof du secondaire avec sa classe, il est responsable de la coopération et de la mise en travail en commun de ses élèves avec lui, parce que s'il n'obtient pas cette coopération, il peut enseigner ce qu'il veut, il n'enseigne rien du tout, ça ne passe pas. Il faut que les gens entrent dans un rapport de coopération, ils veulent savoir. Si vous n'arrivez pas à créer cette coopération, vous aurez des résultats désastreux. Les malades, c'est pareil. Et en psychiatrie, c'est pire que partout ailleurs, parce que la coopération, c'est ce qu'il y a de plus difficile, faire coopérer le patient psychotique avec vous, c'est toute une histoire. Bon, après, vous vous rendez compte que comme vous n'y arrivez pas avec lui tout seul, parce qu'il est fou, il est persécuté, donc quand il vous voit, il n'a qu'une envie, c'est de foutre le camp, ou de vous taper dessus. Donc, vous êtes obligé de vous faire aider par la famille, alors il y a l'assistante sociale, il y a les infirmiers, il y a plein de gens qui vont se mettre, on va essayer de faire un truc pour engager cette coopération sans laquelle il n'y a pas de qualité du soin. Voilà, donc je m'arrête là-dessus. Voilà, Claire Georges arrive, elle saute de ce strapontin. C'est la coopération entre elle et moi. On ne se connaît pas encore très très bien, si vous voulez, mais on se comprend. Voilà. Donc vous avez compris, c'est dit d'une façon, je suis désolé, extrêmement schématique, mais c'est à cause de Claire Georges. Merci mille fois, Christophe Defoe, pour cette communication passionnante. Évidemment, on a juste envie de vous entendre. Je pense que ça nous appelle pour une prochaine conférence d'une journée. C'est prévu. C'est noté. C'est noté, c'est sûr. On va discuter par la suite. Donc, alors merci mille fois aussi à Isabelle Calmont qui
a accepté le challenge un peu difficile de peut-être prendre la mauvaise place. Et donc Elisabeth Calmont est directrice de l'hôpital de Rambouillet, également d'autres établissements, Oudan, Chevreuse et puis du NEHPAD d'Ably. Elle est également vice-présidente sortante de l'association des directeurs et directrices d'hôpital et responsable du groupe éthique. Voilà, c'est comme ça que nous sommes connus. Nous avons participé à un café éthique avec l'association L'Humain au cœur du soin. Tout à fait. Merci beaucoup de nous proposer justement votre regard de directrice d'hôpital. Merci Claire. Merci beaucoup docteur pour cette présentation tout à fait passionnante. Donc moi j'interviens en tant que directeur d'hôpital, directrice d'hôpital, pour savoir si finalement nous serions les prescripteurs d'un hôpital complètement déshumanisé. Voilà, c'est quand même une idée qui peut être à l'esprit de bon nombre des hospitaliers. Je vois que... Bien entendu, je ne vois pas les choses de cette façon-là. Si je voyais les choses de cette façon-là, je ne pourrais pas exercer ce métier. Et quand je dis je parle au nom de bon nombre de nos collègues. En fait, vraiment, le métier que nous exerçons de directeur d'hôpital, directeur d'établissements médico-sociaux, c'est justement vraiment parce que c'est un métier profondément humain. Profondément humain. Mon parcours professionnel, j'ai commencé dans des structures, dans une maison de retraite, et j'ai travaillé, ça fait 35 ans que je suis directrice d'hôpital, j'ai travaillé dans des établissements de médecine chirurgie obstétrique, j'ai travaillé en santé mentale et j'ai travaillé une dizaine d'années également dans le secteur médico-social. Je cite cette expérience parce que quand vous travaillez dans le secteur médico-social, dans le handicap ou la gériatrie, le résident est derrière la porte de votre bureau. Hein. Quand vous ouvrez la porte, vous voyez le patient, vous voyez le résident. Hein, voilà. Et finalement, fondamentalement, c'est ce qui donne vraiment le sens à notre métier. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais oublié. C'est vraiment fondamentalement le sens de notre métier. Donc je voudrais vous citer quelques éléments pour vous dire qui nous sommes en tant que directeur d'hôpital et puis également en quoi consiste notre métier et essayer des tentatives pour expliquer pourquoi parfois on ne se comprend pas en sachant que d'abord Paris n'est pas la France, hein, ça c'est très important, j'ai travaillé 15 ans à la PHP, Paris n'est pas la France. Voilà. Et si on ne se parlait pas, si je n'avais pas le soutien des équipes médicales, soignantes, d'encadrement, je serais infichue de faire ce métier-là. Voilà. Et encore une fois, je pense être représentative d'un certain nombre de collègues, et je citerai d'ailleurs dans ma présentation une interview de notre collègue Nathalie Sanchez. Alors, qui sommes-nous ? Nous avons une profession réglementée. Nous sommes un peu moins de 3000 en France et nous existons depuis les années 40. L'École nationale de santé publique qui formait les directeurs a été ouverte en 1945. Voilà. Nous sommes une situation, nous sommes un mouton à 5 pattes. On est tout à fait, nous sommes une spécificité française. Dans la plupart des hôpitaux, des établissements européens, des pays européens, eh bien, les directeurs sont soit des médecins, soit des professionnels qui n'ont rien à voir avec une profession médicale ou pharmaceutique ou autre. Donc c'est vraiment une spécificité et depuis très très longtemps, les directeurs médecins, on en a trouvé en santé mentale, on en trouve encore aujourd'hui dans des CLCC, des centres de lutte contre le cancer. Sinon, les directeurs ont toujours été des professionnels administratifs jusqu'à présent. Les choses vont probablement changer. En moyenne d'âge, nous avons 47 ans de moyenne d'âge dans notre corps et nous avons à peu près 400 personnes qui rentrent par an dans la profession. Et dans ces 400 personnes, il y a une petite moitié d'étudiants et une petite moitié de professionnels, d'hospitaliers.
Voilà, des infirmiers, des manipulateurs radio. Alors, pas de médecins. Les médecins ne passent pas les concours pour devenir directeur d'hôpital, mais autrement, tous les autres professionnels de l'hôpital que vous croisez passent des concours pour devenir directeur d'hôpital et représentent 50% de ceux qui rentrent dans la profession, à peu près. Alors, quels sont... Et puis aussi, on est les professionnels, et puis on est des humains aussi. Vous voyez, on est des patients aussi. On est des patients, on est des enfants de patients. On a des enfants qui vont à l'hôpital pour toutes sortes de maladies, santé mentale, cancer, toutes sortes de maladies. Donc, le professionnel directeur d'hôpital, c'est aussi un patient, ou un enfant de patient, ou un parent de patient. Alors, quelles sont les motivations des plus jeunes professionnels lorsqu'ils rentrent dans le métier et qu'ils veulent devenir directeur d'hôpital ? Tout d'abord, ce qu'ils recherchent, c'est le métier et l'intérêt du métier, les missions qui leur sont confiées et effectivement les marges de manœuvre qu'ils vont avoir pour avoir la liberté de pouvoir mener des projets à bien. L'autre critère important, c'est la qualité du collectif de travail. Donc en fait, je vais apporter peu de contradictions par rapport à ce que disait le docteur Dejour. Je suis tout à fait d'accord avec bon nombre de ces affirmations. Les jeunes professionnels cherchent justement à trouver leur place dans un collectif de travail efficace qui sert à quelque chose, qui leur permette vraiment de créer et d'avancer. Et puis aussi, voilà, les responsabilités qui leur sont confiées, c'est tout à fait le corollaire. Pour les jeunes professionnels, et c'est d'ailleurs intéressant quand je vous dis les jeunes directeurs, les éléments que je vous cite sont issus d'une enquête qui a été menée par un syndicat qui s'appelle le SMPS et qui a fait une enquête auprès des directeurs mais aussi des cadres de santé, des cadres supérieurs. Et ce sont quasiment les mêmes critères, quels que soient les métiers d'encadrement, y compris de direction, que l'on peut rencontrer dans l'hôpital. Et qu'est-ce qui pèse à ces jeunes professionnels, cadres de direction? Les injonctions paradoxales. Les injonctions paradoxales qui viennent vraiment contrecarrer fondamentalement les valeurs que l'on met, cet engagement complet que l'on met dans notre métier, l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle, et je pense que c'est un élément très important sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Aujourd'hui, un directeur d'hôpital travaille entre 50 et 60 heures par semaine. Cette conciliation vie professionnelle et vie personnelle peut parfois être particulièrement pesante. Et puis le conflit de valeurs. Le conflit de valeurs, c'est central dans notre motivation et dans cette perte de motivation à exercer notre métier potentiellement. Alors il y a une notion très très forte qui influence notre choix, le choix de notre métier, c'est les valeurs du service public. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on travaille à l'hôpital public. Vous avez à peu près 20% des personnes qui pensent qu'ils ne finiront pas leur vie professionnelle à l'hôpital public, mais ça veut dire qu'il y en a 80 qui se projettent et qui demeurent à l'hôpital public. Donc ça aussi, c'est important, il faut qu'on en prenne soin de notre hôpital public. Il faut qu'on en prenne soin. Donc le directeur d'hôpital est quelqu'un qui est vraiment très empreint du sens du service public avec ses valeurs. Alors ces valeurs, c'est des valeurs fortes. Et vous verrez que vraiment, je pense qu'on retrouve tous, quels que soient nos métiers, au sein d'un hôpital public. L'égalité de traitement, la continuité du service public qui nous pourrit nos nuits, et nos vacances et tout, parce que notre hôpital, il faut qu'il fonctionne 24 heures sur 24, quoi qu'il en soit. La neutralité du service public, la laïcité, l'accessibilité également, qui pose la question des déserts médicaux, qui pose la question du rôle des hôpitaux et de la place des hôpitaux en région. Paris n'est pas la France. L'intérêt général et la mutabilité, la possibilité pour nous vraiment de nous adapter aux évolutions, bien sûr, de la technique, de la médecine, de la société. On n'est pas, l'hôpital public, le service public n'est pas un élément autarcique, fermé sur lui-même, et vous voyez, ça, ce sont des notions qui sont extrêmement fortes au sein de notre profession. Alors, quelles sont nos missions? Je voudrais vous citer
aussi pour faire le lien par rapport à nos motivations, aux valeurs fortes que l'on croit, auxquelles on croit. L'interview de Nathalie Sanchez, qui est directrice d'hôpital à Aubonne-Montmorency et qui a donné une interview à Hospimédia. Et c'est vraiment une interview dans laquelle nous nous retrouvons, nous sommes nombreux à nous retrouver pleinement. Et elle dit, dans notre métier, on trouve une démarche de liberté et d'action. Là encore, docteur, je pense que je fais écho à ce que vous avez pu dire. Le concret et l'utilité d'une organisation, au sens entreprendre du terme, y sautent aux yeux. Nous passons de la stratégie à l'opérationnel. Et puis l'aspect service public y prend pour moi tout son sens. C'est cette notion d'être au service qui m'a séduite, dans une logique qui n'est pas financière, mais aspire tout de même à utiliser au mieux l'argent public pour un service rendu à la population. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont nos missions dans un hôpital? Fondamentalement, alors un directeur, un chef d'établissement, mais aussi un directeur adjoint dans sa partie, pour moi, c'est donner du sens à notre action. Et si on veut être efficace, à minima, ce sens doit impérativement être partagé. Nous ne sommes pas médecins, enfin un certain nombre sont soignants, mais plus lorsqu'ils sont directeurs d'hôpital. Si on veut que ce sens soit non pas quelque chose d'abscon qui reste complètement dans les limbes, parce qu'à ce moment-là, il vaut mieux rester couché, et qu'on veut vraiment que ce sens, on puisse l'atteindre, on puisse s'orienter, tendre vers, il faut vraiment que ce sens, on arrive à le partager ensemble, il faut qu'on arrive à le construire ensemble et qu'on arrive à l'élaborer ensemble. Donc, définir ce sens, le définir de façon partagée, et en fait, la vie d'un directeur d'hôpital, c'est simple, hein. C'est le quotidien, quand on ouvre la porte de son bureau, le quotidien. C'est-à-dire tout ce qui n'a pas pu être réglé par les différentes équipes de l'hôpital et qui vous arrive à vous le matin, avec des choses plus ou moins graves, mais forcément des dysfonctionnements qui vous arrivent parce qu'il faut trouver des solutions, parce qu'il faut que l'organisation continue, parce qu'il faut que l'organisation fonctionne, parce qu'il faut que les patients arrivent à l'hôpital et soient soignés, et soient bien soignés, et 24 heures sur 24, quels que soient les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Donc, les dysfonctionnements qui n'ont pas pu être réglés avant. Ensuite, les projets que l'on porte, les claques qu'on se prend, parce que c'est comme ça que l'on vit aussi, lorsque des projets capotent, lorsque on n'arrive pas à faire passer des projets, en fait on se bat en permanence pour obtenir des projets, des moyens complémentaires pour permettre à l'hôpital de fonctionner. Et des projets qui viennent décliner le sens qu'on a fixé en commun. Voilà. Et en fait on se bat avec les équipes pour obtenir des projets que l'on forme ensemble. Voilà. Donc ça, c'est une partie de notre travail. Et puis, les mésententes, les conflits majeurs qu'il y a entre la direction et des membres des hospitaliers, oui, bien sûr, mais aussi des conflits majeurs qu'il peut y avoir entre les équipes, entre des personnes, et qui prennent des proportions qui vont venir vraiment endommager le fonctionnement de l'hôpital. Donc voilà à quoi finalement on passe nos journées. Dans ces journées, donc gérer, réguler les conflits, piloter les crises incessantes, alors les vraies crises comme le Covid, j'y reviendrai tout à l'heure, mais aussi des crises, des choses qui prennent des proportions complètement hallucinantes, alors que sur le fond, on ne voit pas du tout le problème que cela peut poser. D'accord, très bien. Donc, parmi également le cœur de nos fonctions, nous avons la question du management des ressources. Parce qu'il faut bien se dire que nous sommes dans une situation, dans un contexte quand même de ressources rares. Quand je parle de ressources, je ne parle pas que d'argent. L'ONDAM, pour 2023, l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie, ça va être 244 milliards en 2023. C'est pas assez, moi j'en aimerais beaucoup plus, mais c'est pas mal.
il y a 100 milliards qui vont revenir aux établissements de santé. 75% vont revenir aux établissements publics. C'est pas assez, j'en voudrais beaucoup plus, mais c'est pas mal quand même. Voilà. Mais, donc ça, c'est l'aspect argent, on est tout le temps à courir après l'argent, c'est sûr. Mais on a aussi les ressources humaines rares et le temps de travail. Le rapport au travail a fondamentalement changé. Les 12 heures ont changé aussi beaucoup de choses dans le rapport au travail. Et là où vous aviez précédemment des hospitaliers, moi j'ai 56 ans, bientôt 57, je suis d'une génération où on ne comptait pas ces heures, quels que soient les professionnels, en tout cas, que ce soit les directeurs, les médecins, les cadres, on ne comptait pas les heures. Aujourd'hui, ce n'est plus vrai, ce n'est pas la même chose. Je ne dis pas que c'est mieux ou c'est moins bien, ce n'est pas du tout la même chose et ça change fondamentalement le paradigme. Voilà. Il faut que les personnes qui consacrent le temps qu'ils souhaitent consacrer au travail, on puisse l'utiliser pleinement. Et c'est vrai que ça devient une course qui est parfois profondément oppressante. En plus, avec ce problème de ressources rares, parce qu'il n'y a pas suffisamment de professionnels de santé au regard des pathologies chroniques, au regard des besoins en santé de la population française. Et puis d'ailleurs, il n'y a pas qu'en France. Et ça, c'est un problème fondamental et je pense que c'est un point central dans les difficultés que nous pouvons avoir aussi entre nous. Le directeur est vécu comme le censeur, celui qui vient enlever des moyens. Alors, oui, on enlève des moyens parce qu'on a une enveloppe, que ce soit financière, que ce soit en compétences, on a une enveloppe et on a ce sens en commun, ces objectifs en commun que l'on doit atteindre. Comment on fait pour mettre les moyens dont on dispose au service de ces objectifs? Voilà, fondamentalement, mais c'est le cœur de notre métier. Nos journées, c'est ça. Nos journées, c'est ça. Alors, ça donne la question, ça met la question de l'arbitrage, justement. Comment est-ce qu'on arbitre pour que les moyens, pour que ce soit plutôt tel objectif qui soit défendu plutôt que tel autre, que ces moyens aillent dans ce sens plutôt qu'ils soient laissés dans cet autre sens. Et là, on a un certain nombre, là c'est pareil, je ne vais pas m'étendre, mais l'important, ensuite, c'est de pouvoir partager cet arbitrage avec les hospitaliers. Parce que c'est créer le consensus, créer le mouvement. Comment est-ce qu'on peut créer le mouvement, que notre hôpital soit toujours en mouvement? Un hôpital qui ne bouge plus, qui n'est plus en mouvement, est un hôpital qui meurt. Bon, le directeur d'hôpital est aussi un professionnel de réseau. Les réseaux sont fondamentaux avec la ville, avec l'hôpital, entre les établissements. C'est aussi une façon pour nous de mieux gérer également les moyens qui sont mis à notre disposition en partageant les compétences des uns et des autres. Des difficultés, on en a moult. Je vais vous citer l'intervention, là encore, de Nathalie Sanchez. La dimension humaine est au cœur de mon management. C'est d'autant plus présent et nécessaire que l'environnement autour de nous change et renforce à tous les niveaux la complexité et l'incertitude. Décider dans l'incertitude. Ce qui change aujourd'hui et qui est difficile par rapport à mes valeurs initiales, c'est ce désenchantement et ces problèmes d'attractivité. C'est beaucoup d'investissement en temps et en charge psychique et pourtant nous ne donnons plus envie. Créer les conditions pour que les gens puissent faire bien leur métier, cela reste le fil rouge d'un directeur d'hôpital, mais créer les conditions pour donner envie et le meilleur aux patients, c'est devenu difficile. C'est vrai qu'on est dans un monde extrêmement complexe, qu'il est parfois dangereux de vouloir réduire, et ces regroupements entre établissements, moi je pense qu'ils viennent aussi d'une idée selon laquelle la direction, l'administration, finalement, on n'en a pas entièrement besoin. Donc on peut bien regrouper les directions et faire des gros regroupements, de grosses structures.
Il y a un danger, effectivement, par rapport à ça, par rapport à la complexité des organisations qu'on est en train de fabriquer. Et je pense fondamentalement qu'il faut que nos organisations restent à hauteur d'hommes. Autrement, tout le monde en souffrira jusqu'à l'agent de base. Voilà, donc comment avancer par le collectif, fondamentalement. Et c'est aussi l'enseignement que nous avons eu de la Covid, de la crise de la Covid. Je pense qu'on avait tous compris la même chose et tous compris comment œuvrer ensemble, solidairement ensemble, pour se sortir de ce traumatisme épouvantable finalement qu'on était en train de vivre, mais on n'avait pas le droit de s'enfermer chez soi parce qu'on avait une mission à accomplir. Et quelles que soient les difficultés, j'en terminerai par là, quelles que soient les difficultés, c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai qu'on ne peut pas être hospitalier sans s'engager pleinement. On parle beaucoup de l'hôpital public, on ne parle pas de l'hôpital privé à but non lucratif, on ne parle pas de l'hôpital privé lucratif, on n'en parle pas. Non, les problèmes, ils sont qu'à l'hôpital public. Bien sûr que non, c'est pas vrai. Bien sûr que non. Et pourtant, vraiment, fondamentalement, je pense qu'il faut qu'on se batte pour essayer de le garder, cet hôpital public. Et je pense que, voilà, il y a des difficultés. Et puis, ça vaut le coup. Parce qu'on est là pour soigner les patients. Et que le jour où on ne sera plus là, l'hôpital citoyen manquera à la société et aux patients. Voilà, j'ai essayé là. Merci beaucoup à tous les deux et c'est parti pour les questions. Oui, Renaud Vidal, chercheur en sciences sociales. C'est une question, Christophe Dejour. Si j'ai bien, je vais être sûr d'avoir bien compris, mais proposition 1, la véritable richesse et la valeur, elle est produite par le travail vivant. Proposition 2, ce sont les collectifs de travail qui, avec de la coopération, etc., font émerger une intelligence collective et ce travail vivant. Donc les collectifs de travail sont les producteurs de richesse. Il me semblerait parfaitement légitime qu'on conclue de ces propositions que ce soit aux collectifs de travail de décider du contenu de leur travail. Qu'est-ce qu'ils vont produire? Qu'est-ce qu'ils vont produire? Il me paraîtrait légitime, à partir de ces propositions, d'en déduire que ce sont aux collectifs de travail de décider de ce qu'ils produisent. Et par conséquent, on obtient, et je m'en réjouis, une proposition qui est révolutionnaire, parce que comme on sait tous, ce sont les propriétaires de moyens de production qui décident de ce qu'on produit. Donc je voulais vérifier que j'avais bien compris que mon extrapolation était cohérent avec ce que vous avez dit, et très rapidement, je veux aussi témoigner de l'expérience que j'ai. On conduit actuellement un projet de recherche sur le vécu de l'accouchement. Et les sages-femmes appliquent, mais strictement, les protocoles de service. Tellement strictement que lorsque la patiente, la femme qui va accoucher ne coopère pas, elles la font culpabiliser. Alors je ne dis pas que c'est universellement le cas, hein, c'est la maternité dans laquelle je travaille. Donc, quand la patiente, bon, ne veut pas vraiment, ne coopère pas, etc., elle la font culpabiliser. Madame, vous prenez un risque pour vous et votre enfant. Et donc, on tue le travail vivant. Et nous, ce qu'on observe, c'est qu'il y a 30 à 40% qui ont un vécu négatif de leur accouchement. Et un vécu négatif, ça se traduit par une détérioration du lien à l'enfant, des rapports au sein du couple, éventuellement des dépressions postpartum, etc., etc. Donc, je comprends, enfin voilà, je m'arrête là. Oui, je pense que dans le travail vivant, c'est d'abord ce que chaque individu met de soi-même dans l'ajustement entre le prescrit et l'effectif.
C'est ce qu'il ajoute aux ordres ou aux prescriptions pour que ça marche. Bon, ça c'est le travail vivant. Simplement, et donc c'est de l'ordre, il est vivant, individuel et subjectif. La coopération, le rapport coordination-coopération, c'est un peu autre chose. Ça n'est pas vraiment le travail vivant, c'est les conditions, effectivement, qui sont des conditions sine qua non de possibilité de mobilisation du travail vivant, c'est-à-dire en fait de l'intelligence des gens, puisque derrière ce travail vivant, si on avait le temps, je développerais le fait que ce qui est en question, c'est non seulement l'accroissement de l'intelligence, mais c'est quand même la mobilisation de l'intelligence des gens face à des situations compliquées qu'on appelle le réel du travail. Ce jeu entre la résistance du monde à la technique, à la maîtrise du savoir, etc., qui oblige à mobiliser son intelligence, donc le réel du travail qui conduit qui d'abord implique un certain niveau de souffrance chez les gens, et à partir de cette souffrance, ils développent, ils mobilisent leur intelligence, c'est ce qui est irréductible dans le travail vivant. Quand ça marche, c'est vrai qu'après le travail, je suis plus habile, plus intelligent. En réalité, je me suis transformé moi-même. Si j'avais le temps, je vous montrerais comment se fait cette transformation. C'est vrai que c'est bouleversant et que ça nous concerne tous. Où on a la chance d'avoir un travail dans lequel on peut se mettre à l'épreuve de soi et en sortir grandi, où on est mis dans des organisations du travail qui empêchent. Par exemple, sur un travail répétitif sous contrainte de temps, on est empêché d'être intelligent. C'est un grand classique de la chaîne de montage automobile. On ne t'a pas demandé de penser, tu fais ce qu'on te dit. Y compris de faire un travail dont lui sait que c'est un travail de mauvaise qualité, qui va entraîner des milliers de retouches. C'est très pénible de faire un travail de mauvaise qualité, même pour l'ouvrier, parce que ça lui renvoie de lui une image déplorable. Il ne peut pas faire autrement. C'est comme ça, on est des humains, et donc on se reflète dans son travail. Quand ça marche, ça s'appelle la sublimation, et c'est quelque chose de majeur dans l'accomplissement de soi. Mais ce que j'essaie de dire à propos du travail collectif, c'est que pour que la sublimation soit possible, ça ne dépend pas que de mon talent et de mon génie personnel. Là, je fais un petit décalage par rapport à Freud. Freud pense que c'est un truc uniquement personnel. Moi, je montre par la clinique du travail que ça dépend aussi des autres. C'est-à-dire, je ne peux développer mon intelligence que si les autres sont prêts à entrer en coopération avec moi. Parce que s'ils ne font pas, ça ne marche pas. Et je suis mis en échec. Donc, même la sublimation n'est pas un processus qui est uniquement solipsiste. Donc, les conditions du collectif du travail sont les conditions déterminantes sur la possibilité pour chacun d'entre nous de faire ce travail de qualité, de mobiliser son intelligence et d'en tirer les bénéfices. Donc là-dessus, je pense qu'on est d'accord, je pense ça ne marche pas, hein. Il est trop loin. Oui. Vous entendez derrière ? Je vais le mettre là. C'est vrai que... Non, je n'ai pas fini de répondre à votre question. Attendez, Claire, je n'ai pas fini de... Pas tout à fait, parce qu'il y avait un point, c'est la question de est-ce que le collectif doit légitimement ou devrait avoir un droit de définir ce qu'il cherche à produire. Alors ma réponse est évidemment oui, du point de vue kényan, parce que le collectif, il invente ses propres règles de travail, et en fait, qu'on le reconnaisse ou qu'on ne le reconnaisse pas, le collectif, de toute façon, il a un impact sur la forme du travail qui est donnée. Bon. Puisqu'il en a été question il y a un instant, Paris n'est pas la France, donc je reprends votre expression, où on assume cette proposition, ou on ne l'assume pas. Assumer cette proposition, c'est admettre qu'il est normal de ne pas travailler dans un hôpital à Brest comme on travaille à Strasbourg. Oui, bien sûr, sauf que la standardisation qui est massivement imposée dans les hôpitaux, elle est à l'envers de ça, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas les différences. Donc il y a quand même là un conflit d'organisation considérable. Donc je ne crois pas que ce soit la question des moyens de production,
évidemment, ça peut l'être, hein, si on parle de l'industrie. Dans l'industrie, bon, c'est comme ça. Pour ce qui est... Alors après, dans de nombreux endroits, par exemple, le médecin généraliste en privé, il est impacté par les prescriptions, les modes opératoires, les protocoles, la standardisation du soin, de plus en plus. Et pourtant, il est possesseur de ses moyens de production. L'ordinateur, il est à lui, sauf que l'ordinateur, il lui ordonne parce que le logiciel, il est fait de telle façon et donc il cède. Et ce que vous avez décrit à propos de la maternité demanderait évidemment beaucoup de commentaires. Bon, la standardisation du soin, qui est quand même l'œuvre des dirigeants, y compris les dirigeants d'hôpitaux, les directeurs d'hôpitaux, qui sont quand même très actifs dans la standardisation et qui contrôlent, effectivement, nous mettent dans des situations très difficiles, de telle sorte qu'on est obligé, dans un certain nombre de cas... Alors là, ce que vous donnez comme exemple sur les sages-femmes, c'est que du coup, elles se retournent d'une certaine manière contre ce qu'elles entendent de la part des femmes, donc elles leur imposent quelque chose, un peu dans un rapport de force. C'est pas de la violence, mais c'est quand même un rapport de force. Dans un certain nombre de cas, quand on fait ça, et maintenant on étudie les sages-femmes, on se rend compte qu'elles le font, mais qu'elles en souffrent de le faire. Pourquoi elles le font? Parce qu'on les oblige, parce que c'est surveillé, parce que c'est contrôlé, parce que tous les chiffres, tout est tracé, machin, etc. Donc vous êtes imposés constamment. Et donc elles sont amenées à apporter leur concours à des actes et à des pratiques que leur sens moral réprouve. Donc en réalité, leur conduite qui nuit, effectivement, qui peut être délétère pour les patientes, pour les parturiantes, s'accompagne aussi d'une souffrance qu'on appelle la souffrance éthique chez les soignants. C'est quand même le grand problème auquel on est confronté, c'est-à-dire d'être amené aujourd'hui dans beaucoup d'endroits, et en particulier dans les hôpitaux, finalement à consentir à apporter son concours à des actes que le sens moral des soignants réprouve. Enfin, c'est une situation qui est devenue très, très largement partagée, je pense, dans beaucoup d'endroits. Frédéric Legault, psychologue du travail à Prodor. J'avais une question au regard des éléments que vous apportez sur le travail de jour par ailleurs, sur le fait qu'on puisse le trouver pénible ou qu'il a été développé comme ça, mais ce que je voulais centrer, c'est dire aussi c'est à cause du modèle du travail qu'on a, parce que le travail n'est pas forcément vécu de cette façon-là, c'est parce qu'on nous le fait ressentir comme pénible, horrible, et qu'en fait ce qui est un problème actuellement, c'est le modèle néolibéral du travail qui impose une façon de faire qui n'est pas à faire en fait. C'est-à-dire qu'il va à l'encontre du travail vivant dont vous parlez. Et ce que je voulais par rapport dire aussi à ce qui a été présenté par la directrice, c'est que vous êtes entre le marteau et l'enclume, vous devez respecter des modèles qui vont à l'encontre de ce que les soignants par ailleurs ne veulent pas faire. C'est-à-dire qu'on vous demande de respecter, en tous les cas pour la fonction publique, moi je suis de la fonction publique d'État, ce que je constate c'est qu'on nous demande de faire plus avec moins de moyens et surtout à l'encontre même du service public. C'est-à-dire qu'on nous dit il faut être rentable. Et je suis désolé, je vous ai entendu par ailleurs dire nous sommes des ressources. Déjà la considération, ça c'est un problème. Moi je veux dire je ne suis pas une ressource, je ne suis pas une ressource humaine, je suis une personne qui travaille et qui donne du sens à son travail. Et donc, à me considérer comme une ressource, vous avez forcément des problématiques du travail. Donc, ma question, c'est comment lutter face à un modèle dominant qui nous enferme toutes et tous et qui nous empêche de travailler correctement. Donc, effectivement, dans la fonction publique d'État, il y a eu vraiment des diminutions drastiques de moyens. Oui, ça, c'est sûr. Quand je parle de ressources, je suis tout à fait d'accord avec vous. Un homme, une femme n'est pas une ressource. Enfin, c'est une ressource, oui, c'est une ressource. Mais là, quand je parlais de ressources rares, je parlais du temps de travail. Du temps de travail que je disais que c'était une ressource. C'est vrai que le sentiment parfois... Alors, fonction publique d'État, c'est sûr.
Fonction publique hospitalière, ce sentiment de devoir faire plus avec moins, d'accord. C'est vrai que c'est un sentiment aussi que j'ai pu partager, qu'on a pu partager avec des collègues. Je pense que notamment depuis la Covid, mais déjà depuis 2019, les choses avaient commencé à bouger. Voilà, on a arrêté d'avoir une diminution des tarifs chaque année, où ça, là, ça devenait complètement kafkaïen. Donc ça, c'est sûr. Après, fondamentalement, je pense que les organisations, elles sont celles qu'on fait. Quand, docteur Dejour, vous disiez on ne fait pas la même chose à Brest et à Strasbourg, mais heureusement. Heureusement, ça s'appelle l'évaluation des pratiques professionnelles, le questionnement sur nos pratiques. Par contre, je pense que c'est un devoir que l'on a d'interroger nos propres organisations, d'interroger nos pratiques professionnelles sur la base des standards, de ce que nous disent les scientifiques, les sociétés savantes, voilà, et sur l'analyse de ce que l'on en fait ensuite sur le terrain, pour voir ensuite comment réajuster les choses. Quand on parle de standardisation, moi en tête, j'ai plutôt ce qui est... Oui, il y a des préconisations qui nous sont faites. Vous nous faites des préconisations dans le cadre de l'organisation du travail. Et il faut qu'on s'y intéresse. Après, on en fait notre miel, comme disait Montaigne. Hein, comment est-ce qu'on va pouvoir appliquer les standards, les recommandations des sociétés savantes à nos organisations du quotidien avec les moyens dont on dispose? Avec les moyens dont on dispose. Je suppose que dans cette salle, on est tous payés, on est d'accord? Enfin, peut-être pas si vous êtes étudiant ou si vous êtes... Mais on est tous payés. Voilà, donc c'est avec les moyens dont on dispose. Voilà, Madame Vial, je suis psychologue, psychanalyste, j'ai travaillé 40 ans en pédopsychiatrie. Évidemment, j'ai connu un autre univers. Merci, Monsieur Dejour, parce qu'on vous lit et ça nous a beaucoup aidé. On a créé avec des collègues un collectif national des intercollèges de psychologues hospitaliers. Et un collègue est avec moi aujourd'hui. Très vite, ça nous a aidé, évidemment, vos travaux nous ont beaucoup aidé. Parce que j'en ai retenu en tout cas une chose très importante, c'est cette ingéniosité que vous mettez au creux entre, justement dans le trou qu'il y a entre prescription et travail effectué. Et ça c'est passionnant parce que j'ai vécu ça toute ma vie et mes collègues avec moi évidemment. Madame la directrice, merci, mais alors franchement, vous êtes adorable, sympathique et visiblement professionnelle. Sauf que j'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Comment comprenez-vous que l'hôpital s'effondre à ce point, que la psychiatrie soit véritablement devenue un cauchemar? Pour y travailler, c'est extrêmement difficile. Alors, tout le monde a envie de partir, hein, les gens s'en vont, délaissent leur travail, évidemment sont dressés les uns contre les autres par des pratiques qui sont ignobles de la part quand même des administrations, parce que vous êtes forcés d'obéir à l'HAS, aux ARS, à la multiplicité, évidemment, des dispositifs qui nous pompent notre argent. Excusez-moi, mais quand on paye des millions aux consultants qui, pour pondre des audits qui sont d'une nullité absolue, hein, d'une sottise, mais quand on les lit, on se dit, mais qu'est-ce qu'on nous raconte là? Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir avec notre boulot. Hein, ils sont dans une indifférence totale à l'objet dont ils sont censés traiter. Pardon, je devais faire court. Non mais merci en tout cas, Monsieur Dejour. Alors la HAS est composée de 400 professionnels. C'est essentiellement des médecins, des pharmaciens, des scientifiques, la HAS. Il n'y a presque pas de directeur et il y a peut-être un ou deux énarques par-ci par-là. La HAS, les recommandations de bonne pratique, ce sont des professionnels, ce sont des médecins, ce sont des psychologues, ce sont des infirmiers, ce sont des professionnels qui les verbalisent. Après, bon, les audits diverses et variés, je ne me sens pas concernée. Moi, je suis directeur de terrain, je fais ce que je peux avec les moyens qu'on a. Et quand je dis je, nous faisons ce que nous pouvons avec les moyens que nous avons. Je suis révoltée contre l'image misérabiliste
que nous avons de l'hôpital public. Je suis révoltée. Quand vous avez 18 ans, comment vous pouvez avoir envie aujourd'hui de travailler à l'hôpital public quand on parle de l'hôpital public comme on en parle? Mais on va crever si on continue comme ça. On va crever si on continue comme ça. Moi, j'ai un article il y a 2 jours sur l'hôpital de Rambouillet parce qu'on fait appel à des intérimaires. La clinique privée qui se trouve à côté de notre hôpital ne fonctionne plus qu'avec des intérimaires au niveau d'un de ses services la nuit. Personne n'en parle. Mais ceux qui vont rester au bout du bout, ce sont eux. Ce sont eux. Alors heureusement, il y a encore quand même des gens qui croient au métier du soin. Et quand je dis qu'ils croient au métier du soin, je mets les directeurs d'hôpital dedans, vous voyez, je les mets dedans. Il y a encore des gens qui veulent devenir infirmiers et lueur d'espoir, à l'UVSQ, il y a plus de 100 étudiants qui se sont inscrits au niveau des IFSI en 2023 pour embrasser cette carrière. Bon. Après, est-ce qu'ils iront vers l'hôpital public ou est-ce qu'ils iront vers les structures privées à but non lucratif qui ne sont pas plus faciles? Mais nous, on est en train de porter un regard sur nos organisations, je pense, qui est profondément mortifère. Voilà ce que je pense fondamentalement. Et notre organisation d'aujourd'hui, le fait qu'aujourd'hui, il n'y ait éventuellement plus nos staffs de 2 heures, moi j'adore les réunions, je passe ma vie en réunion, sauf que les médecins, calmons à la réunion encore, les CME, bon voilà, on va venir, bon voilà quoi, ras-le-bol, voilà. Parce que ce n'est plus la même façon de concevoir le quotidien. Notre présent d'aujourd'hui, il n'est que la conséquence de ce que nous en avons fait, nous, hier. Et demain, ça sera la conséquence de ce que nous en ferons, nous, aujourd'hui. Ce n'est pas des gens éthérés, là, quelque part, des espèces d'énarques de gestionnaires qui ont décidé dans un coin de leur bureau, en France, de ce que va être l'hôpital de Rambouillet, l'hôpital de proximité de Houdan. Je parle de ce que je connais. L'hôpital de Sainte-Périne. Non, non, non. C'est les gens qui travaillent. C'est les gens qui travaillent qui font cette organisation. Parce que, bien entendu, docteur, à longueur de jour, je ne dis pas on triche, on ajuste. On s'adapte, parce que coûte, vaille que vaille, il faut qu'on avance. Voilà. Merci. Alors moi j'avais une question, Safatéris, je suis oncologue médicale, et j'avais une question par rapport à ce que vous disiez, monsieur Lejour, tout à l'heure, sur la question de l'autorité qui vient par le bas. Et j'ai été un petit peu provocante sur le rôle du directeur d'hôpital. Est-ce que finalement on a besoin d'une école qui produit des directeurs d'hôpitaux, ou bien finalement on fait un vote, et puis on vote un directeur d'hôpital, on imagine un hôpital qui soit une espèce de coopérative, où on a les ingrédients que vous avez cités tout à l'heure. Est-ce que peut-être c'est ça l'avenir de l'hôpital? J'en sais rien, je demande votre avis. Merci. Bon, j'hésite à vous répondre parce que vous voyez bien, il me semble, à entendre les uns et les autres, que évidemment il y a des positions, des conceptions, des sensibilités aussi qui sont quand même très contrastées, même à l'intérieur de cette salle. C'est pas seulement dans l'espace public, c'est pas seulement dans la controverse scientifique. Dans la communauté scientifique, on n'est pas du tout d'accord les uns avec les autres. Hein. J'y ai insisté tout à l'heure, et donc même dans cette salle, on sent bien que tout le monde n'a pas la même posture, et je pense qu'il y a évidemment des choses qui relèvent du politique ou de l'idéologique, mais il y a aussi des choses qui résultent du rapport concret au travail vivant, que d'une manière ou d'une autre, nous essayons de faire le mieux possible, mais dans lequel effectivement nous nous heurtons aussi à des vrais obstacles. Alors l'autorité fondée par le bas, c'est très important, je pense. Alors, si j'avais le temps de vous développer, je vous montrerais que l'autorité fondée par le bas, qui est la plus appréciée en première instance, c'est l'autorité fondée sur la compétence. C'est-à-dire,
quand on a la chance d'avoir un chef qui est compétent dans le travail que je fais moi-même. Bon, alors, je pourrais vous donner des exemples de ça, mais moi, quand j'étais interne à l'hôpital, il y avait je devais faire dans la contre-visite, je devais faire des gestes que je n'arrivais pas à faire. J'étais pourtant assez réputé comme très habile, et puis tout à coup, ça ne marche plus. Alors j'appelais le patron à 4 heures de l'après-midi. Et le patron, il descend. C'était toujours très délicat de faire descendre un patron à 4 heures de l'après-midi. Bon, il arrive, et le gars, de manière incroyable, paf, il fait la ponction lombaire que j'ai ratée 4 fois. Et je suis sidéré, quoi. Alors, premièrement, il est compétent. Il sait faire les gestes. Comme le chef d'orchestre, il connaît l'instrument, il connaît les vents, il connaît les cuivres, il connaît les cordes. Sinon, ce n'est pas un bon chef d'orchestre. Il faut connaître les instruments. Vous comprenez ? Il faut connaître la musique. Bon. Et deuxième point important, cette compétence, elle s'associe au fait qu'il ne fait pas de rétention du savoir. Le bon chef, c'est celui qui va donner son expérience à l'interne. Et le gars, il va passer un quart d'heure à m'expliquer. Tu vois, dans ce cas-là, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est ce que tu fais d'habitude, mais là, il faut que tu fasses autrement. Et donc, c'est la générosité de la transmission. Donc, compétent et généreux. Ça, c'est un chef, déjà, ça compte. Aujourd'hui, dans plein d'endroits, on a des chefs qui sont totalement incompétents, puisqu'on prend des gens qui sont formés à la gestion dans des écoles de commerce pour commander des gens, ils ne connaissent pas le travail. Donc, évidemment, c'est très compliqué. Donc, ils n'ont pas d'autorité. Fondamentalement, elle n'est pas fondée par le bas. Ensuite, il y aurait d'autres choses très importantes, c'est qu'un bon chef, c'est un chef qui, quand il écoute et qui participe donc aux espaces de délibération, du fait qu'il a écouté, devient l'obligé de ses subordonnés. Si j'ai entendu ce qui se discute dans l'espace de délibération, quand ensuite on me dit qu'il faut monter la cadence, il faut monter la performance, eh bien, maintenant je suis l'obligé de mes subordonnés. Donc à moi de discuter avec ma hiérarchie pour dire non, je suis désolé, au point où on en est avec le personnel que j'ai, on ne peut pas faire plus. Mais il faut qu'il trouve maintenant la rhétorique pour passer de ce qu'il sait de son équipe pour aller discuter avec le directeur de l'hôpital. Parce que pour discuter avec un directeur d'hôpital, on ne discute pas comme avec d'autres médecins, puisqu'on ne se comprend pas du tout, ce n'est pas la même langue. On n'a pas du tout les mêmes repères, on n'a pas du tout les mêmes valeurs fondamentalement. N'en déplaise à notre directrice d'hôpital, je pense qu'on n'a pas effectivement... on parlait à propos de la psychiatrie ou de la psychanalyse ou des soins d'enfants, on a quelquefois des écarts considérables. Mais ce n'est pas seulement des écarts de valeur, c'est des écarts de langage. Bon, donc vous voyez, c'est compliqué. Donc il faut qu'il trouve la rhétorique dans laquelle il entre dans la discussion. Et avec certains directeurs d'hôpitaux, on arrive à avoir des vraies discussions. Et finalement, il fallait ceci, fait ça, on va changer et on trouve un compromis. Mais voilà, donc tout ça, quand un chef est capable de faire ça, l'équipe lui est très reconnaissante, parce qu'il défend son équipe. Et quand je dis défend son équipe, c'est pas on défend une équipe de football, non, il défend une certaine manière de travailler qui fait référence à la qualité du travail et à la qualité des règles. Donc, en fait, il fait remonter les accords normatifs et les règles de travail pour les faire reconnaître par la hiérarchie, y compris administrative. Ça s'appelle l'institutionnalisation. Donc, c'est un vrai métier, si vous voulez. Être un bon chef, c'est vachement dur. Quand je suis soignant, je ne suis pas forcément très orienté et très désireux d'entrer dans cette discussion qui est quelquefois houleuse, mais quand ça se passe bien, il y a des endroits exceptionnels dans lesquels ça se passe bien, on a une très bonne relation avec l'administration et c'est possible de chercher ces compromis. Moi, je bénéficie actuellement, je suis sorti de l'université où ça ne vaut pas mieux que dans les hôpitaux. Les centres de recherche, l'université, c'est une catastrophe, ça fonctionne aussi d'une façon absolument dégradée. Les étudiants sont victimes, mais les enseignants ne vont pas bien non plus, et les chercheurs, ça ne vaut pas mieux. Donc, enquête à l'appui, parce que j'ai fait des enquêtes au CNRS, à la demande du CNRS, ça va très mal. Il y a aussi des suicides chez les chercheurs, maintenant, en pagaille. Je peux vous raconter la même chose dans la justice, donc c'est... Mais, là, aujourd'hui, je suis sorti de l'université, je travaille j'ai un laboratoire, mais qui est rattaché par un système associatif
Et j'ai des relations avec le gestionnaire absolument magnifiques, puisque le gestionnaire en question, le directeur, lui, son problème, c'est de faire en sorte de faciliter mon travail. Alors là, c'est comme c'était autrefois. Moi, j'ai connu ça, parce que moi, je suis très vieux, hein, donc j'ai commencé mes enquêtes dans les années 70. Moi, j'ai connu l'hôpital d'avant, si vous voulez. Et j'ai connu les périodes où on avait des bonnes relations avec l'administration. Et quand on faisait un projet, les administratifs venaient avec nous, on avait une réunion, alors bon, et on disait qu'est-ce que vous souhaitez, et puis ensuite c'est eux qui montaient le projet et qui allaient le défendre, et à l'époque on avait de l'argent, c'est-à-dire qu'on admettait qu'il fallait mettre de l'argent dans la santé, beaucoup plus qu'aujourd'hui, évidemment, c'était un autre monde. Hein. Et puis j'ai connu ça à EDF sur les centrales nucléaires. Voilà, donc est-ce que nous avons besoin, puisque votre question est très directe, et j'hésite à vous répondre sur ce point-là, est-ce que nous avons vraiment besoin d'une administration hospitalière comme celle que nous avons aujourd'hui? Bon, évidemment, vous avez compris que moi j'ai des doutes aussi, comme vous. Alors, est-ce qu'on pourrait envisager un autre mode de fonctionnement? Oui, je pense que oui. Et je pense que vous avez... Alors ça demanderait évidemment que vous explicitiez un certain nombre de chaînons intermédiaires, mais je pense effectivement qu'un hôpital peut très bien fonctionner selon un mode coopératif. Et d'une certaine façon, la coopération devrait être le principe organisateur de toute façon du fonctionnement de l'hôpital. Et si on dit que c'est la coopération qui est le principe organisateur, alors évidemment le terme de coopérative arrive très vite. Parce que... voilà, par exemple, le labo que j'ai aujourd'hui, sa forme, son fonctionnement, tout est inventé par les chercheurs qui sont dedans. Pas seulement le chercheur senior, parce que c'est moi le patron, non, le doctorant. Alors ça demande une certaine manière de traiter cette coopération pour que le doctorant il ait le droit de parler autant avec une parole dont le poids est aussi important que celui du vieillard qui prétend tout savoir. D'accord? Donc, parce que justement, le jeune, il a aussi des idées, il a aussi des suggestions à faire que je ne peux plus faire, parce que moi, j'ai perdu le rapport avec un certain nombre de choses. Bon, je suis dans le domaine de la psychopathologie, donc vous voyez bien qu'il y a plein de choses sur lesquelles j'ai perdu le contact. Par exemple, les jeunes, les très jeunes, je n'arrive plus à comprendre, parce qu'ils manipulent des objets techniques tout le temps, qui changent les relations entre les enfants, qui changent les relations entre les enfants et les adultes, sur lesquels je n'ai plus de prise, je ne comprends pas ce qu'ils font. Mais ce qui m'amuse, c'est que les enfants, mes enfants à moi, ne comprennent plus leurs propres... Ils ont des enfants grands comme ça, hein. Ils n'arrivent pas à comprendre. Donc, si vous voulez, le largage, il va très vite. C'est pour ça qu'on perd très vite le rapport avec le monde, hein, parce que ça évolue quand même très vite et que les logiciels... Ils ont une pénétration considérable. Ils sont plus forts que nous aujourd'hui. Le groupe des pairs entre des gamins est plus important que les relations avec les parents, que les relations avec les adultes. Ce qui fixe la norme, c'est plus les parents dans leur propre famille. Donc on a des problèmes de famille, des problèmes de gestion de la vie familiale extrêmement compliqués sur lesquels moi j'ai plus de prise. Donc les jeunes, dans la recherche, c'est fondamental, parce qu'eux, ils y arrivent à comprendre ce qui se passe et ils font remonter des questions que je ne suis plus capable d'aller investiguer. C'est-à-dire que même faire des enquêtes dans ces trucs, je n'y arrive pas parce que je n'ai pas le langage. Il faudrait que je me forme, mais je pense que c'est trop tard. Si vous voulez, voilà. Bon, donc, c'est pour dire que... C'est pour en arriver simplement à la conclusion qu'effectivement, la question du bottom-up, elle est la question fondamentale d'une organisation rationnelle du travail. Et évidemment, c'est possible. On peut très bien le faire. Il y a des exemples. Je l'ai fait parce que j'ai quelques PME qui sont entrés en dissidence par rapport au système, parce qu'ils ont été pris de doutes sérieux sur le modèle standard, c'est-à-dire le modèle dominant de gestion qui prévaut dans le privé, aujourd'hui dans le public par le truchement du New Public Management. Mais ils ont des doutes et ils ont réorganisé le travail et je pense qu'on est très proche de ce que vous dites. Il y a vraiment un système bottom-up de bout en bout dans l'entreprise, mais c'est vrai que ça ressemble aussi beaucoup à un fonctionnement de coopérative. Vous avez tout à fait raison. Merci beaucoup pour la réponse et je passe la parole à Claire. Merci beaucoup, désolé, on aimerait encore beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions.
Valérie Gâteau qui va intervenir ici le 26 septembre. On aurait plein de choses à dire. Et donc voilà, restons sur ce bout de on en a encore envie et on va poursuivre tout ça dans les prochaines sessions à venir le 20 juin, le 26 septembre. Et merci encore à tout le monde d'être venu. Merci encore à vous deux. Vous êtes déplacés, vous êtes adaptés, et puis de nous avoir nourris, passionnés de ces échanges, de vos regards croisés. Et merci encore. Et puis pour tout le monde, bienvenue à l'Humain au cœur du soin. Et n'hésitez pas, plus on sera nombreux à adhérer, plus l'association pourra être active et pouvoir pousser ce bottom-up, cette place de l'humain, ce travail vivant. Voilà, parce que c'est notre intérêt à chacun et à tous.